Oh, tant pis, on va enregistrer en cours de route. D'accord, je ne sais pas. Donc, on disait qu'en dehors du règlement, on avait tous les contrats de l'activité. Pour ce qui concerne les contrats d'assurance, il faut s'assurer qu'effectivement, ils comprennent bien notamment les recherches de fuite, parce que c'est obligatoire maintenant depuis la loi Elan, et que souvent, on conserve de vieux contrats dans lesquels la fameuse recherche n'est pas incluse. Donc, ça nécessite quand même une vérification du contrat que vous avez. Vérifiez aussi que ce contrat-là a bien une assurance remise à neuf, parce que lorsque vous avez, par exemple, des explosions dues à un incendie ou à une bonbonne de gaz, en fonction de la prise en charge que vous avez demandée, vous risquez d'avoir des soucis. Avec une remise à neuf, il n'y a pas de discussion sur la vétusté. Avec une remise en état, ça peut être plus compliqué. Donc, vérifiez que vous avez bien ce qu'il fallait. Après, si vous avez du personnel, il faut conserver donc les contrats de travail. Il faut conserver les fiches de paye, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des systèmes en ligne comme l'URSSAF. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous êtes dans un syndicat et que vous avez des salariés, vous avez la possibilité de faire faire des payes par l'URSSAF. Alors, l'avantage, c'est que ça se fait en ligne, que ce n'est pas vous qui envoyez les bulletins de paye, c'est l'URSSAF qui les calcule et qui les envoie directement aux salariés. Et le gros avantage, et c'est certainement ça qui est décisif, c'est que c'est l'URSSAF qui fait les déclarations annuelles. Alors, pour ceux qui ont déjà fait une DSN avec les allers-retours avec le système informatique qui bloque parce qu'il y a une virgule qui traîne quelque part, rien que cet avantage-là suffit à opter pour ce genre de système. D'abord parce qu'il ne peut pas y avoir de contrôle URSSAF sur les payes, puisque c'est l'URSSAF qui les calcule lui-même. Donc, automatiquement, il garantit le calcul qui a été fait. Et deuxièmement, il garantit le dépôt des documents dans les conditions qui lui sont eux-mêmes, qui se sont eux-mêmes imposées. Donc, rien que pour ça, quand on est en syndicat, il faut systématiquement opter pour le CEA URSSAF. C'est véritablement l'équivalent en fait, c'est l'équivalent du CESU pour les particuliers. Vous vous occupez de rien, vous avez juste à donner le chèque. Et là, en question, on s'occupe simplement de mettre le nombre d'heures effectuées directement dans le système et tout le reste se fait tout seul. Donc, je ne vois pas pourquoi se dispenser pour une fois que l'État a mis en place un système gratuit. Je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser ce système. En revanche, ça ne vous dispense pas de stocker les informations. C'est-à-dire que quand vous utilisez ce système, toutes les infos, toutes les attestations annuelles sont stockées dans le système. L'avantage, c'est que si vous avez un bug sur votre ordinateur, vous changez d'ordinateur, vous gardez la totalité de vos archives. Le désavantage, c'est que c'est valable tant que vous êtes connecté à ce service. C'est-à-dire que le jour où vous arrêtez, par exemple, parce que vous n'avez plus de salariés et que vous arrêtez le système, eh bien, vous n'avez plus accès en fait, à cette base. Elle existe toujours, mais vous n'y aurez accès que si vous réactivez en fait, votre compte employeur parce que vous réembauchez quelqu'un. Mais si pendant une période, vous n'en avez pas, comme ça m'est arrivé, où on a pris les prestataires pendant à peu près 2 ou 3 ans, à partir de là, pendant ces 3 ans-là, vous n'avez plus accès en fait, à la base de données. Donc, l'intérêt, c'est de stocker. Alors, ce sont tous des documents numérisés. Alors là, on est dans la numérisation totale. L'URSSAF n'envoie aucun document, sauf aux salariés à qui il envoie le bulletin de paye et que le salarié doit conserver, bien entendu. Pour l'employeur, qui est le syndicat, lui, il lui faut quand même, par sécurité, stocker par devers lui, donc sur son ordinateur, ou même imprimer, s'il préfère les documents papier, il doit les imprimer. Il doit imprimer les bulletins de paye, il doit imprimer le contrat, parce que dans ce système-là, le contrat de travail est en ligne, c'est-à-dire vous le remplissez en ligne, vous l'imprimez, vous le faites signer, mais il est stocké en ligne. Et il faut imprimer aussi les récapitulatifs de paiement, URSSAF, IRCANTEC, etc. Parce que ça, ce sont des documents qui sont aussi stockés en ligne et qui ne sont pas envoyés sous format papier. Donc, par sécurité, si un jour vous devez arrêter ce système-là et que vous y êtes, il faut tout imprimer. Donc, le plus simple pour éviter d'oublier, c'est qu'il faut le faire au fur et à mesure. Dès que vous avez un document, une fiche de paye, une attestation annuelle de déclaration à l'URSSAF, vous la stockez, vous la mettez tout de suite sur votre ordinateur et vous prenez bien sûr la sécurité de sauvegarder régulièrement votre ordinateur sur un disque dur externe, de manière à avoir au moins deux sauvegardes de cette information-là. Bon, tout le monde n'a pas non plus de salariés, mais dans le cas où vous en avez, par exemple un concierge, un gardien concierge, ça peut être utile. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fiche cadastrale et la fiche hypothécaire. Alors, c'est un document qui, normalement, n'est pas censé… Enfin, moi, j'en ai rarement vu, j'en ai vu que 2 ou 3 fois. C'est un document dans lequel on vous met le numéro de la parcelle, la superficie de la parcelle,
éventuellement le nombre d'étages bâtis, parce que c'est un document qu'on établit au moment de la construction. En réalité, c'est le promoteur qui établit cette fiche avec le service de la publicité foncière et il met en même temps quel est le statut. Est-ce que c'est une union syndicat? Est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est une SA? Parce que je vous rappelle qu'à la construction d'un bâtiment, le syndicat n'existe pas. Donc, le promoteur crée une SA, une société anonyme, qui va, elle, gérer l'immeuble jusqu'à sa vente, et sa vente totale, sa vente finale. Donc, la société anonyme, elle existe à la construction. Elle perdure pendant qu'il y a les premiers achats en VFA en général de biens, et elle peut perdurer jusqu'à la fin de la vente du dernier lot. Et dans certains cas à Paris, et notamment dans le 16e, en fait, tous les bâtiments du 16e ont été organisés en SA comme tous les bâtiments, mais ne sont pas sortis de la SA. Alors, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui font qu'ils préfèrent rester en société anonyme, parce qu'en société anonyme, vous êtes propriétaire de parts, bien sûr des parts qui sont affectées à un lot particulier, donc à un appartement, mais vous n'êtes pas considéré comme propriétaire foncier. Vous êtes considéré comme un propriétaire de parts sociales, comme dans une société commerciale. Alors, l'avantage fiscalement, je ne vous le fais, voilà, je vous fais pas de dessin, c'est qu'effectivement, par exemple, dans l'IFI, la valeur des appartements du 16e n'entre pas dans l'IFI. Donc, vous pouvez avoir 10 millions d'appartements, vous ne paierez toujours pas d'IFI parce que ça n'est pas considéré comme une propriété foncière. Vous êtes considéré comme ayant des parts de société. Ça fonctionne parce que je l'ai vu, moi, dans une copropriété où, en fait, a été contesté le fait qu'on n'ait pas créé de copropriété à la sortie, à la vente du dernier lot. Et en réalité, la loi n'interdit pas de rester en SA. Elle n'oblige pas, en fait, les bâtiments et les promoteurs qui ont construit des bâtiments, elle ne les oblige pas à passer en copropriété. Donc, on peut passer en copropriété. En général, c'est ce que font les promoteurs. Ils vendent, ils se mettent en copropriété dès la vente du premier lot, mais ça n'est pas une obligation. Donc, on peut se retrouver. Et là, en l'occurrence, dans le cas que je vous cite dans le 16e, du coup, l'ASA a perduré. Un des copropriétaires a exigé de passer en copropriété. Il a le droit. Donc, c'est bien à la demande des propriétaires de parts sociales que la création de la copropriété peut se faire. Donc, la copropriété a été créée, mais dans lequel il n'y a que les propriétaires de parts sociales qui ont demandé à devenir copropriétaires. Et donc, on a dans cette copropriété-là deux systèmes. 90% des propriétaires qui sont en part sociale dans la SA, qui elles-mêmes votent au sein du conseil syndical, de l'assemblée du syndicat, dans lequel il y a un représentant pour la SA et 3 copropriétaires qui, eux, sont considérés comme donc, les 4 autres copropriétaires de la copropriété. Donc, il y a une copropriété avec 4 membres, dont une SA qui est les propriétaires de 80% de la copropriété. Voilà. Pour vous dire que ça peut être un peu compliqué quand on commence à mélanger les genres. Ensuite, vous devez stocker aussi tous les documents comptables. Alors, sachant que tout ce qui concerne donc, la liste des copropriétaires, les documents comptables, donc les annexes, parce qu'une fois que vous avez voté l'Assemblée, la seule obligation que vous avez, c'est de stocker les annexes. On considère que les comptes ont été terminés, votés, et donc il n'y a plus lieu de conserver les factures. Bon, par définition, moi, je vous conseille quand même de les garder au moins pendant 5 ans, parce que je vous rappelle que la copropriété, c'est aussi soumis au droit commun, et que dans le Code civil, il est dit qu'on doit garder au moins 5 ans les documents, des documents commerciaux. Or, les factures, ce sont des documents commerciaux. Et imaginons, par exemple, parce que c'est arrivé, qu'un fournisseur, comme Veolia, par exemple, au bout de 5 ans, se réveille en vous disant « Ah, mais je vous avais envoyé une facture en 2020, vous ne l'avez jamais réglée. » Alors là, je n'ai pas pris le bon exemple parce que, en fait, pour les factures d'eau, la prescription est de 2 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2022, Veolia vous disait « J'ai oublié de vous envoyer, ou je vous ai envoyé une facture que vous n'avez pas réglée en 2018, par exemple », vous pourriez lui dire ben, c'est trop tard parce que pour les factures d'eau, exceptionnellement, la prescription est de 2 ans. Donc, vous pouvez me réclamer 2021-2020, mais absolument rien au-delà de 2020. Donc là, c'est pour ça que ce n'est pas le bon exemple, puisque là, on est dans un cadre plus court de prescription. Mais imaginons une société de travaux qui est venue faire chez vous, par exemple, un ravalement, qui vous a fait un budget de 100 000, vous avez payé 80 000. Il n'a jamais pensé à vous demander le solde. Et tout à coup, il vous réclame le solde. Donc, il faut bien que vous ayez la facture initiale et la comptabilité pour vérifier qu'effectivement, vous avez bien payé 80% et qu'il ne vous redemande pas à nouveau de payer la totalité.
Donc, voilà pourquoi il faut au moins garder tout ce qui concerne les factures commerciales pendant 5 ans. Alors, dedans, vous avez aussi des documents d'urbanisme. Imaginons que vous ayez demandé un permis de construire pour faire un abri à poubelle. En ce moment, c'est la mode, puisque les mairies commencent à exiger, en tout cas commencent, mais continuent à exiger qu'on ne stationne pas les poubelles sur les trottoirs. Et donc, exigent qu'on les rentre dans les copropriétés. Et souvent, dans les copropriétés, on n'a pas prévu le local à poubelle, parce que les gens sortaient eux-mêmes leurs poubelles, etc. Alors là, on a un litige actuellement avec une mairie qui a mis en place un système de ramassage des ordures et qui, alors dans des villes, hein, donc là, on est bien dans des villes avec des bâtiments qui n'ont pas de surface de type cour, jardin, etc., et qui exigent maintenant des copropriétés qu'elles gardent leurs poubelles chez elles. Alors, si vous voyez à peu près à quoi ça correspond, c'est un immeuble qui a un petit couloir avec des boîtes aux lettres, où il y a la place de passer de front, mais 1 à 2 personnes maximum, et à qui on dit, voilà, mais à partir de maintenant, vous stockez de 8 h du matin ou de 20 h du soir jusqu'au lendemain matin, 18 h, vous stockez vos poubelles dans l'entrée. C'est matériellement impossible. Donc là, on est en train de se battre actuellement avec au moins une mairie, au moins une, qui effectivement a mis en place un règlement qui exigeait qu'on les rentre dans les copropriétés alors que c'est matériellement impossible. Et même voir pour d'autres qui demandaient à ce que les poubelles soient rentrées dans des copropriétés où vous avez à peine une bande de terre de 15 cm autour de la propriété. Donc, voilà. Même si on voulait, il faudrait qu'il existe des poubelles de 15 cm de large, ce qui n'existe pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, on en est au point où on exige de la mairie qu'en fait, cette obligation soit supprimée pour que les gens puissent déposer eux-mêmes leur sac poubelle directement sur le trottoir et non pas un bac qui soit un bac commun. Donc, voilà, les documents d'urbanisme, le règlement de ramassage des poubelles, par exemple, ça doit se trouver avec les documents de la copropriété. Parce que dedans, en fait, il n'y a pas que les horaires de sortie et de rentrée, il y a aussi les conditions de mise à disposition des bacs. Il faut savoir que les bacs, normalement, ce n'est pas à vous de les acheter. Vous n'avez pas le droit de choisir le bac que vous voulez. Vous devez prendre les bacs qui sont des dimensions prévues dans le règlement d'urbanisme et dans le règlement de sortie des poubelles. Donc, si vous n'avez pas le règlement de sortie des poubelles, vous avez le droit de l'exiger de la mairie. Parce qu'en général, c'est plutôt les services de la mairie qui le font. Et s'ils ont délégué leur service, c'est auprès de la SEM, donc la Société d'économie mixte, à qui on a délégué le ramassage des poubelles, voire même la société privée, parce que dans certains cas, c'est aussi une société privée qui effectue le ramassage. Ensuite, vous avez les documents qui sont apparus au fur et à mesure, qui n'existaient pas initialement, que sont le carnet d'entretien. Alors, le carnet d'entretien, c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de prendre un papier et de l'appeler carnet d'entretien, et ça suffit pour respecter la règle, puisqu'il n'est absolument pas précisé ce que doit contenir le carnet d'entretien. On vous dit ce qu'il peut y avoir, mais il n'y a aucune obligation qui liste, par exemple, dans le carnet d'entretien, vous devez avoir la liste des propriétaires. Moi, j'ai vu des carnets d'entretien où il n'y avait rien. On ne savait pas qui était copropriétaire, qui ne l'était pas. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça a un lien avec l'entretien ? Tout simplement parce qu'il faut pouvoir identifier déjà la copropriété et identifier ceux qui sont susceptibles de ne pas respecter le carnet d'entretien. Parce que dans ce carnet, on a la liste des assemblées générales avec les travaux votés. Alors, ça a l'air de rien, mais quand on fait des travaux sur 4 ou 5 ans, ou quand on fait des travaux qu'on a votés il y a 5 ans, c'est bon de savoir à quelle année on a voté les travaux. Alors, logiquement, ce document-là, vous devriez pouvoir le recouper avec l'annexe numéro 5 que vous avez chaque année. Puisque si, par exemple, vous avez voté des travaux de ravalement de façade qui, en général, prennent 3 ou 4 ans à constituer la trésorerie, ça veut dire que vous l'avez voté, par exemple, en 2015 et que vous avez attendu au moins 2020 pour faire les travaux. Bien entendu, personne ne se souvient de ce qui s'est passé 5 ans avant. Donc, pour avoir une information complète, il faut que ce soit dans le carnet d'entretien. Alors, nous avons, la NCC, a établi un modèle de carnet d'entretien dans lequel on a mis effectivement toutes les informations qui nous paraissaient utiles et importantes de conserver dans la durée. Parce que ce carnet d'entretien, il est à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez rempli, vous allez le compléter. Mais normalement, on n'enlève rien du carnet d'entretien. On ajoute des lignes supplémentaires. On peut les remplacer éventuellement, mais le plus simple, pour être sûr d'être complet, c'est d'ajouter des lignes. Par exemple, nous, on a prévu une ligne désignation du syndic. Alors, bien sûr, vous pourriez vous contenter de mettre le mandat en cours. Mais comme on peut s'en servir pour autre chose, il serait quand même utile de rajouter, à partir du moment où vous le créez, de rajouter à chaque fois qu'il y a un changement de syndic, les dates d'élection, la date de l'Assemblée, la date de début et la date de fin.
Alors, je rappelle quand même que ces informations-là, elles doivent impérativement être dans le PV, puisque depuis que vous avez l'obligation de déposer tout au registre de copropriété, si ça n'est pas dans le PV, ça va être rejeté. Le système est fait de telle sorte qu'en fait, il va vérifier dans le PV quelle est la date de début de mandat et la fin, et va les comparer avec ce que vous aurez indiqué vous-même dans le registre de copropriété. Alors, pour ceux qui y sont allés, en fait, quand vous êtes syndic, vous vous déclarez syndic. Ensuite, vous rattachez la copropriété auprès de votre propre déclaration de syndic bénévole. Et ensuite, on vous demande quel est le début de votre mandat et la fin. Donc, c'est une question, c'est la première question qui vous est posée. Et après, on vous demande de déposer le PV qui vous a élu. S'il n'y a pas de concordance entre les informations qui sont dans le PV et les informations que vous avez saisies, il y a blocage. Alors, non seulement l'information ne va pas être enregistrée en fait par le registre, mais ils vont vous renvoyer un message d'erreur en vous disant, alors, en plus, ils ne sont pas très précis, ils vous disent simplement erreur. Erreur dans le dernier enregistrement sans vous préciser d'où vient le problème. Et dans 90% des cas, c'est un problème de PV incomplet. C'est-à-dire que vous avez mis élection du syndic. Il y a éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a éventuellement le nom du syndic en disant c'est le cabinet Tartampion qui a été élu. On ne dit pas la durée. Éventuellement, on dit 1 an ou 2 ans, mais on oublie de mettre la date de début et date de fin. Et ça, c'est un blocage total. C'est un blocage qui vous empêchera d'enregistrer ça sur le registre, déjà d'une. Et deuxièmement, si un jour, ce que je ne vous souhaite pas, mais si un jour vous deviez avoir une procédure et que la question se pose de quel est votre mandat et quelle durée a-t-il, c'est facile de sortir le carnet d'entretien parce que vous avez l'info tout de suite. Si vous ne l'avez pas, il faut remonter au PV. Or, ça peut être un PV qui peut remonter à 3 ans et qui peut-être est incomplet. Donc, le fait de tenir un carnet d'entretien avec ces informations-là consolidées, c'est une aide. C'est une aide dans tous les cas de figure, que ce soit en termes de fonctionnement normal, voire en termes de procédure. Ensuite, vous avez tout le dossier technique, c'est-à-dire que vous savez que maintenant, quand vous avez une chaufferie, vous avez l'obligation de faire un diagnostic technique général, donc tenant à l'évolution thermique de votre copropriété. Elle doit être classée. Et donc, cette classification, en général, ça s'appelle un DPE, mais effectivement, dans certains cas, vous êtes dans l'obligation de faire un DTG, un diagnostic technique général, notamment quand vous avez une chaufferie, qui permet de déterminer quel type de travaux vous allez avoir à faire dans le temps et qui vous dit quelles vont être les dates essentielles je dirais, de révision de vos paramètres, que ce soit l'ascenseur, que ce soit la chaufferie, etc. Notamment, tous les rappels de contrôle quinquennaux sont normalement dans votre dossier technique. Donc, si vous avez un doute, vous retombez sur le dossier technique de l'ascensoriste ou du chauffagiste qui va effectivement vous indiquer quelle était la dernière vérification quinquennale de manière à ce que vous puissiez vérifier que vous êtes bien encore dans les temps pour faire la prochaine. Alors, il n'y a pas que cela. Vous avez aussi la détection technique de l'amiante. Vous avez le plomb. Dans certains cas, vous avez les termites. Et ça dépend de l'endroit où vous êtes, parce que c'est la préfecture qui détermine ou pas si vous êtes dans un cadre de vérification des termites ou pas. Bon, alors, je ne les ai pas tous en tête, mais à mon avis, ce sont les principaux. Donc, tous ces documents-là, logiquement, vous devez les garder au minimum, je dirais, 5 ans. Ça, c'est la loi. Moi, je vous conseille, au-delà de 5 ans, de les numériser, parce qu'effectivement, sous format papier, ça peut être conséquent. Donc, vous n'avez pas l'obligation de les conserver sous format papier, mais par contre, de les numériser et de les garder sur un disque dur. Parce que ça peut être utile à un moment donné, même si ce n'est pas réclamé, et ça ne coûte rien d'aller vérifier le document d'origine que vous aurez stocké sur un disque dur. C'est plus simple que de rappeler le bureau des hypothèques pour demander une copie. Après, vous avez normalement l'obligation de déposer dans votre bac à archives, alors soit votre papier, votre carton de papier, soit votre cloud, c'est-à-dire votre stockage numérisé, des copies des convocations et surtout des accusés-réceptions. Alors, c'est à garder pendant, je dirais, pendant au moins l'année qui suit la convocation, parce que vous pouvez avoir des procédures. Normalement, je vous rappelle que le délai de contestation d'une assemblée, c'est 2 mois à compter de la notification. Et le problème, c'est que si la notification ne s'est pas faite, c'est ad vitam aeternam. Imaginons une assemblée un peu houleuse et le syndic s'en va, ne notifie pas. Et le nouveau qui arrive, en fait, ne pense pas à le faire. Et donc, vous avez une assemblée qui, pendant au moins 5 ans, pourrait être contestée, puisque
le délai de prescription n'a pas pu courir puisque la notification n'a pas été faite. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Vous pourriez me dire, ah mais non, mais les syndics notifient juste après l'Assemblée. Moi, j'ai au moins 2 cas en tête où, à ce jour, les notifications ont été faites pour l'un 4 mois après, voire 5 mois après, et pour l'autre, on attend encore la notification. Donc, dans ces cas-là, la contestation, elle peut venir à n'importe quel moment. Et donc, elle peut venir à n'importe quel moment durant 5 ans. Donc, ça peut être long, 5 ans, quand on attend une prescription, ça peut être long. Donc, par sécurité, on garde les copies. Alors, je ne sais pas comment vous faites les convocations. Si vous les faites par le biais du service postal en ligne, qui existe maintenant depuis 2 ou 3 ans, le stockage est fait par le service postal. Donc, vous avez déjà une numérisation qui est faite sur laquelle vous pouvez retourner et qui, en plus, a l'avantage d'être totalement opposable à un tiers. J'ai le cas de figure aujourd'hui où un copropriétaire a modifié en fait des statuts qu'on avait adoptés en Assemblée générale. Et la seule preuve qu'on ait de montrer qu'il a bien fraudé en modifiant les statuts après qu'on les ait votés, c'est de déterminer quels étaient ceux qui ont été présentés en Assemblée. Si vous envoyez par la poste dans une convocation des statuts, parce que là, c'était la création d'une ASL, des statuts d'une ASL, mais ça pourrait être, je ne sais pas, une modification du règlement de copropriété, par exemple. Si, en général, on ne les met pas dans les résolutions, mais simplement adoption du modificatif et on se réfère à la pièce jointe. Or, le gros problème, c'est que la loi n'impose pas que dans le PV de confirmation de l'Assemblée soient joints les documents qui ont été adoptés. Par exemple, vous faites une modification du règlement de copropriété. Alors, pas les majorités parce que c'est obligatoire, mais une modification, par exemple, du tableau des tantièmes. Donc, ce tableau des tantièmes, il est dans la convocation. Donc, ça, tout le monde l'a reçu. Il est adopté. Donc, là, on a une résolution qui s'appelle adoption du modificatif des statuts. Ça peut se contenter de ça avec vote oui, non, abstention. Donc, dans votre PV, vous allez voir adoption du modificatif des statuts, du modificatif de l'état de division, donc des tantièmes. Et 2 ans après, vous avez le copropriétaire qui dit « Ah, mais non, mais c'est pas bon parce que moi, mes tantièmes, ce n'était pas 150, c'est 140. » Donc, il essaie de tricher. La seule preuve que vous avez de ce qui a vraiment été envoyé, c'est soit que quelqu'un n'ait pas reçu sa convocation et que le courrier vous soit revenu toujours fermé. Et là, vous avez une preuve. Il vous suffit de soumettre le document à un huissier qui, bien sûr, va l'ouvrir en constatant qu'elle était fermée et qui va établir la preuve de ce qu'il y avait dans le courrier et qui donc va pouvoir authentifier la modification réelle qui a été adoptée. Soit vous avez utilisé le service postal et là, de la même manière, vous pouvez demander un constat d'huissier du contenu de l'envoi parce que le service postal stocke les documents envoyés. Donc, il est capable d'authentifier les documents qui ont été envoyés à la convocation et de les comparer aux documents falsifiés qui sont après et qui sont forcément différents de ce qui a été envoyé. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. J'ai actuellement une procédure qui passe vendredi suite à ça. Falsification de statuts, enfin là, c'était de statuts, mais de documents tels qu'ils ont été adoptés. Donc, ils ont modifié les documents en question après le passage en Assemblée générale. Donc, vous avez 2 types de stockage. Soit le stockage directement chez le service postal, ce qui ne vous empêche pas d'en faire une copie chez vous, hein, parce que de la même manière que le CEA URSSAF, vous pouvez avoir, si vous arrêtez de travailler avec eux, je n'ai pas eu le cas parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous pourriez ne plus avoir accès à cette banque de données. Donc, on la duplique dans son ordinateur. C'est facile puisqu'on les a et on peut les consulter à tout moment. Et ça enregistre, à ce jour, ils ont enregistré un peu plus de 3 ans. Donc, je pense qu'ils ont capacité à les garder au moins 5 ans. Mais par sécurité, il faut toujours garder une copie chez soi. Alors, les convocations, on le fait peu. C'est quand même, si vous passez par le service postal, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois mal quelqu'un stocker chaque envoi à chaque copropriétaire du contenu de l'envoi. Mais vous voyez bien que ça peut être utile, puisque là, on me réclame, enfin, en tout cas pour nous défendre la copropriété, il faut que je prouve quel était le contenu de la convocation. Bon, quand on a des grosses copros, il y a toujours un retour, il y en a toujours un qui n'a pas été cherché sans recommandé. Quand on a 4 ou 5 ou 10 ou 15 copropriétaires, tout le monde peut avoir été cherché sans recommandé. On n'est pas à l'abri que tout ait été distribué et que du coup, on n'ait plus de preuves de l'envoi. Donc là, le service postal peut éventuellement garantir le contenu de ce qui a été envoyé. Ensuite, nous avons les accusés réception. Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Ça a été demandé au service postal. Si vous choisissez une option,
qui s'appelle accusé-réception dématérialisée. Le service postal, quand il délivre le document à la personne, fait signer le papier rose, le scanne et vous le remet sur la base du service postal. Alors, ça coûte 0,56 centimes, mais ça peut être utile parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Et en tout cas, moi, j'ai eu souvent des difficultés à pouvoir recoller les papillons roses sur les convocations. Parce qu'il faut du temps, en fait. Il faut retrouver la convocation d'origine et le faire pour chaque copropriétaire. Donc là, le fait de l'avoir en automatique, je ne dis pas que ça vous empêche de le faire, mais ça vous permet, en cas d'oubli, de pouvoir récupérer cette info en ligne et de n'importe où. Là, vous êtes à Paris et on vous dit il faut que vous fournissiez, par exemple, la convocation de 2019. Bah, vous n'êtes pas à côté de votre bureau, vous ne pouvez pas le faire. Là, vous avez le service en ligne, vous vous connectez et vous l'envoyez instantanément. Ensuite, vous avez l'ordre du jour. Alors, normalement, l'ordre du jour, il figure dans le contenu. Donc, soit vous avez les retours, soit vous avez le service en ligne qui peut vous permettre d'authentifier l'envoi. Vous avez la copie des notifications du procès-verbal. Ça suit le même raisonnement. C'est-à-dire que quand vous notifiez, c'est comme quand vous convoquez. Si vous le faites par le service postal en ligne, bah, ça enregistre automatiquement le contenu de la notification et ça peut, à part depuis maintenant, depuis peu, ça peut en plus vous stocker l'avis de réception de l'envoi de la notification. Alors après, vous avez tout ce qui concerne les pièces annexes au registre des procès-verbaux. Je vous rappelle que normalement, vous avez l'obligation de tenir un registre des assemblées. Ce qui veut dire que c'est comme une société, c'est un registre officiel. Les pages sont numérotées, mais avec un marqueur indélébile, c'est-à-dire que ce sont en général, les numéros de pages sont en trous, c'est sous forme de trous donc, dans la page, ce qui fait que vous ne pouvez pas substituer une page à une autre. S'il en manque une, ça se voit tout de suite, parce qu'elles sont numérotées de manière à ce qu'on ne puisse pas les arracher. Donc, vous devez tenir ce genre de procès-verbaux. Alors, vous pouvez le faire. La loi n'oblige pas à tenir ce registre-là, mais ça peut être utile. Et si vous ne le faites pas sous cette forme-là, c'est-à-dire en photocopiant les PV sur les feuilles de registre, vous pouvez le faire par informatique en stockant un fichier qui s'appellera PV des AG et dans lequel vous aurez chaque AG dans chaque année. Donc, vous devrez ouvrir un onglet par année et stocker à la fois la convocation et la notification de chaque PV, de chaque assemblée. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il vous faut aussi stocker les feuilles de présence. Ça, c'est impératif parce qu'un PV qui n'est pas accompagné de sa feuille de présence peut être considéré comme contestable parce qu'on ne peut pas authentifier. Alors, c'était vrai déjà quand on était en présentiel parce qu'il fallait faire signer la feuille. C'est encore plus vrai depuis qu'on est en dématérialisé, parce que maintenant, depuis 2 ans pratiquement, on ne fait que des assemblées en ligne ou que des assemblées par correspondance. Alors là, je n'ai pas abordé encore le problème de la difficulté des deux, mais je conseille plutôt de faire que des assemblées par correspondance, parce que là, il vous reste des traces des votes. Et votre feuille de présence, c'est en fait le récapitulatif des votes que vous avez reçus. Quand on fait du mixte avec de la visio, c'est beaucoup plus compliqué, parce que soit vous êtes obligé, comme j'ai fait, de faire un enregistrement. Dans ce cas-là, vous gardez la copie d'enregistrement qui permet d'authentifier ce que chacun a voté. Soit vous êtes obligé de passer par un service qui enregistre les votes en ligne. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ça a un coût, parce que ce n'est pas gratuit. Et ça enregistre automatiquement les votes de chacun. Ça enregistre éventuellement les photos des participants, à condition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à condition qu'ils soient bien visibles. Parce que je vous rappelle que normalement, c'est bien la personne qui est copropriétaire qui doit voter. Sinon, même si elle est en ligne, si elle fait voter quelqu'un d'autre à sa place, bon, on ne peut pas le voir quand on n'a pas les photos, mais c'est pour ça que ça peut être contestable. Il faut pouvoir authentifier la personne qui a voté. Et si ce n'est pas le copropriétaire, il faut qu'il présente, même en ligne, un pouvoir. Bon, il peut présenter un pouvoir qu'on va pouvoir filmer et donc enregistrer, définitivement. Mais là, la difficulté, oui, il y en a déjà plusieurs ici là, qui ne sont pas en visio. Donc, on ne peut pas savoir si ce sont les bonnes personnes, si ce sont les personnes qui sont réellement copropriétaires. Nous, bon, pour ce qui nous concerne, ça n'a pas d'incidence, mais quand on est en copropriété, ça peut en avoir, puisque seuls les copropriétaires ou les mandataires sont habilités à voter. Alors après, on va poser la question, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas copropriétaire peut assister à une assemblée en ligne? En fait, c'est comme une assemblée présentielle, ce n'est pas interdit. La seule différence, c'est que d'abord, il faut que ça soit autorisé par l'Assemblée. Donc, il faut une demande officielle. Monsieur Untel veut assister à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée l'autorise à être là? Et deuxièmement, en aucun cas, il ne doit intervenir en matière de vote.
C'est-à-dire qu'il a le droit d'être là, il reste silencieux. Il a interdiction de voter puisqu'il n'est pas copropriétaire et il n'a pas à intervenir non plus oralement. Donc, on peut effectivement lui demander de sortir de la salle s'il intervient alors que ça ne lui a pas été demandé. Maintenant, si la personne qui assiste est, par exemple, un expert, que vous avez autorisé un expert à être là pour expliquer effectivement un domaine particulier que vous êtes en train de voter. Bien entendu, ça passe par l'autorisation de l'Assemblée, mais effectivement, il doit quitter la salle dès que sa présentation est terminée, puisqu'elle est limitée dans le temps au contexte dans lequel, effectivement, il est concerné. Donc ça, c'est pour les éléments généraux. Après, vous avez donc tous les diagnostics techniques qui doivent être stockés. Alors, si vous avez des diagnostics techniques d'amiante qui sont négatifs, ce qui est quand même assez majoritaire dans l'ensemble pour les copropriétés qui ont plus de 30 ans, puisqu'à l'époque, l'amiante n'existait pas, donc on ne s'est pas amusé à en rajouter encore des autres, il faut garder à vie ce diagnostic. Donc, à vie, ça veut dire il n'y a pas de limite. Donc, l'objectif… Alors, comme c'est certainement un document papier, bien sûr, vous devez stocker le document papier, mais je vous conseille fortement de le numériser. Parce que dans le temps, comme il est à vie, dans le temps, le papier va s'altérer. Et à un moment donné, vous ne pourrez peut-être même plus le lire tellement il n'aura pas lu ou il se sera abîmé. Voire même, il peut avoir été abîmé par un incendie ou un dégât des eaux. Donc, il faut le stocker numérisé pour être capable de le restituer. Parce que si on ne le fait pas, ben, ça vous obligera à en refaire un autre. Par contre, s'il est positif, ben là, on vous demande chaque année de le refaire, donc la question ne se pose pas. Peu importe de les stocker, puisque c'est le dernier qui a été établi qui doit être stocké. Ensuite, le carnet d'entretien, on en a parlé. Bien sûr, il faut le stocker, mais le stocker, ça n'a aucun intérêt s'il est vide. Donc, il faut aussi qu'il soit complet. Et moi, je vous recommande effectivement de demander le modèle de la NCC qui vous permettra d'éviter d'oublier des informations. Après, vous avez des archives qui sont prévues non pas dans la loi de 65, parce que là, on vient de citer les documents qui sont prévus au décret de 67, mais qui sont prévus de manière générale. C'est-à-dire, quand on n'est même pas dans une copropriété, donc ça concerne tout le monde, y compris les copropriétés, vous devez avoir des documents, vous devez stocker un certain nombre de documents. Notamment quand vous travaillez, quand vous avez des chantiers. Le dossier d'intervention sur le chantier du maître d'ouvrage doit être stocké. Et là, je dirais que ça fait presque partie des documents que j'ai déjà cités, puisque j'ai dit que tous les contrats des prestataires extérieurs à la copropriété devaient être stockés, donc y compris les documents concernant les travaux, les notes techniques, voire même les plans. C'est quoi ce bruit? Les plans qui ont été établis dans le cadre de cette copropriété. Ne serait-ce que, par exemple, pour permettre une intervention ultérieure s'il y a des malfaçons, pour permettre à la personne, à la société qui reprendra derrière, de savoir ce qui a été effectué et dans quelles conditions. Donc, quand on a un maître d'ouvrage, le contrat de maîtrise d'ouvrage, d'œuvre, le contrat de maîtrise d'œuvre doit obligatoirement être joint au dossier technique, au carnet d'entretien et donc à la facturation. Dossier technique d'amiante, on en a parlé. Alors, bien effectivement, là, on n'a parlé que des syndics bénévoles, mais si vous avez affaire à un syndic professionnel, les obligations sont exactement les mêmes. Si ce n'est que, même en syndic bénévole, d'ailleurs, vous devez aussi garder toutes les informations bancaires. On n'en a pas parlé, mais pour moi, ça faisait partie des tiers. Vous avez un contrat de banque. Normalement, vous devez avoir le contrat d'ouverture du compte. Vous devez garder aussi les relevés bancaires, mais ça, je suppose qu'on le fait spontanément pour soi. Donc, ça va de soi de le faire aussi pour un syndicat, mais il n'empêche qu'il faut le garder parce qu'il peut y avoir contestation. Par exemple, un copropriétaire qui aurait payé il y a 5 ans comment on appelle ça, un appel trimestriel et qui n'apparaît pas dans ses relevés. Il peut pendant 5 ans le réclamer. Donc, il faut bien garder les relevés de chèque et ce qu'on appelle les livres de banque. En réalité, c'est les relevés bancaires. Les relevés bancaires de manière à pouvoir attester effectivement des avoirs reçus. Alors, il y a des recommandations qui sont faites par des organismes externes en fait, au ministère. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas très utile, mais en fait, ils ne font que répéter en grande partie ce qui est déjà demandé et demandent simplement qu'on ajoute, en tout cas qu'on garde dans l'historique de la copropriété les états datés. Alors ça, c'est vrai que la question pouvait se poser.
un état daté, ce n'est pas normalement un document du syndicat. Enfin, disons que c'est à la marge parce que c'est un document destiné au vendeur de manière à lui permettre de régler ses charges avant de vendre. Donc, logiquement, c'est lui qui le paye. Normalement, le syndic devrait facturer directement le vendeur, donc ne pas passer par le syndicat. Et je ne sais pas pourquoi, la loi a autorisé les syndics à prélever l'état daté dès l'établissement sur le compte du syndicat, ce qui est une aberration parce que ce n'est pas le syndicat qui doit cet argent, mais bon, il les a autorisés à passer dans la comptabilité des états datés, donc à se prélever sur la comptabilité, et ensuite, dans le cadre de l'état daté, au moment du retour des fonds, de créditer le compte du syndicat du remboursement par le propriétaire. Or, l'état daté, c'est un document qui ne concerne que le syndic et le vendeur. En aucun cas, le syndicat n'est concerné par ce document, mais il passe quand même, la trésorerie passe quand même dans le syndicat. Donc là, en l'occurrence, il est demandé dans ces cas-là de garder les états datés, donc de laisser les états datés dans les archives, ce que ne font pas les syndics, de manière à ce que si à un moment donné, l'acheteur venait à contester le fait, par exemple, qu'on lui appelle des fonds de travaux, alors que ces fonds de travaux avaient été prélevés au vendeur, on puisse reconstituer effectivement l'information pour savoir si c'est vrai. Parce que comment voulez-vous, si vous n'avez pas l'état daté, contester le fait qu'un copropriétaire acheteur, par exemple, de cette année, dise « Ah, mais les travaux que vous avez votés l'année dernière faisaient partie de la vente, moi je ne les dois pas, c'est le vendeur qui devait les payer. » Si vous n'avez pas l'état daté, je ne vois pas comment vous pouvez vérifier qu'effectivement on lui a bien imputé cette somme-là. Parce que si on ne lui a pas imputé, c'est bien à l'acheteur de le payer. Je rappelle quand même que, en fait, quand un acheteur arrive, il doit payer, le vendeur doit payer tous les appels effectués, mais par exemple, des travaux votés en 2021 sur, je ne sais pas moi, une réfection de cage escalier, mais dont les appels, il était prévu que les appels ne se fassent qu'en fin 2022, dans ces cas-là, l'acheteur devra payer les appels, même si ce n'est pas lui qui a voté, puisque c'est au moment de l'appel qu'on notifie l'appel à celui qui est copropriétaire, même s'il n'a pas voté les travaux. Or, on précise ça parce qu'on dit que comme on doit fournir les 3 derniers PV à l'acheteur, il est censé savoir en lisant les PV que dans le PV de l'année dernière, il y avait des travaux et que les appels ne se feront qu'après son arrivée. Ce qui est faux, puisque la plupart des copropriétaires qui achètent, ils ignorent totalement cette variante. Ils sont complètement ignorants de cette information-là. D'une, donc de toute façon, la question ne se pose même pas pour eux, puisqu'ils ne cherchent pas cette information. Et deuxièmement, ça peut être des travaux votés même plus de 3 ans avant, 4 ans ou 5 ans, qui en fait ne seront appelés qu'après, je ne sais pas moi, des vérifications, des passages d'experts, etc., et qui sont votés par exemple en 2005 et ne sont, ou on est en 2022, en 2000 par exemple, et qui avec une procédure éventuellement judiciaire qui nécessitait un expert judiciaire, finalement ne passent, les appels ne sont appelés qu'en 2022. Ben là, l'acheteur, il ne pouvait pas le savoir, parce qu'il n'a eu que les 3 derniers PV, ça remonte à plus de 3 derniers PV, donc voilà, il n'a pas d'info. Si on l'a mis dans le carnet d'entretien, il a l'info. Si on ne l'a pas mis dans le carnet d'entretien, il ignore totalement cette information et le vendeur peut l'avoir en fait en lui laissant faire payer, je ne sais pas, 10 000, 20 000 ou voire même 30 000 de frais de ravalement alors qu'il le savait, lui le savait, mais que l'information n'a pas été communiquée parce que la loi ne l'impose pas, puisque la loi ne définit pas ce qu'on met dans les carnets d'entretien. Donc, pour éviter ce genre de situation, parce qu'après, ça crée des contentieux, l'acheteur va lancer une procédure en disant « Moi, quand j'ai acheté, il n'y avait pas de travaux en cours et pas de travaux de prévus, donc je ne paierai pas. » Et là, ça peut retarder les travaux. Donc, pour éviter ça, on met tout ce qui concerne les travaux en cours, même s'ils ont été votés il y a 10 ans, on les met dans le carnet d'entretien. Puisque je répète que dans le carnet d'entretien, on n'enlève rien, on ne fait que rajouter. Donc, si vous avez toutes les décisions de travaux dans le carnet d'entretien tel qu'on vous le précise, quand vous allez donner le carnet d'entretien à l'acheteur, il saura qu'il y a 10 ans, il y a eu un vote et que ce vote a fait que les appels ont été retardés et qu'il devra les payer. Et il pourra négocier avec son vendeur en conséquence et ne pas vous refuser de payer ensuite. Donc ça a l'air de rien, mais j'ai des cas de figure actuels qui remontent à ce type de problème où on n'a pas donné l'information parce que malheureusement, il y a un trou dans la loi qui dit que s'il y a des travaux en cours qui ont été votés, alors oui et non, il y a un trou parce qu'on n'impose pas, on ne précise pas que ce genre de travaux doivent impérativement être notés dans l'état daté. En revanche, si les comptes sont bien faits, dans l'annexe 5, je rappelle que l'annexe 5, c'est le tableau pluriannuel des travaux engagés,
Ça veut dire que qu'ils aient été exécutés, mais seulement votés ou exécutés sans vote, ils doivent tous être dedans. Donc, des travaux votés en 2000 qui n'ont pas encore été réalisés en 2022, ils ne sont pas perdus. Il n'y a pas de caducité du vote. Si vous avez voté en 2000 un ravalement, mais qu'il n'a pas été fait en 2022, il est toujours possible de le réaliser en 2022 sur la base de ce vote. Donc, à partir de là, effectivement, s'il est dans le carnet d'entretien, vous saurez qu'il y a en suspens des travaux votés qui ne sont pas annulés, parce que pour les annuler, il faut repasser en Assemblée générale pour dire « Nous avons voté en 2000 des travaux, nous demandons l'annulation de ces votes et donc il n'y aura jamais d'appel ». Si vous ne faites pas ça, ils sont toujours en suspens. Donc, à n'importe quel moment, le syndic peut dire « Ben voilà, il y a 10 ans, on a voté tel ravalement, voilà le devis, et voilà, on adopte le devis. » Voire même des devis adoptés il y a 10 ans. Là, c'est plus rare parce que ça supposerait que la société ait maintenu ses tarifs pendant 10 ans, ce qui aujourd'hui n'arrive pas. Mais bon, dans la théorie, c'est possible. C'est possible, et c'est possible, par exemple, si à l'époque, au lieu de voter un devis précis, on avait voté une enveloppe. Imaginons qu'à l'époque, on dise, voilà, on sait que des travaux vont être réalisés, on prend une enveloppe large de 150 000 €, alors que les travaux ne font que 100 000. Là, le syndic, il n'a pas besoin d'assemblée générale. Avec cette assemblée d'il y a 10 ans, il peut faire réaliser des travaux. Il a l'enveloppe. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le vote du devis. Donc, il sera obligé de passer le devis quand même au vote de l'assemblée. Mais il a le potentiel pour réaliser ces travaux. Ensuite, pour ce qui concerne donc les archives. Alors, vous avez des archives permanentes, on l'a dit. Alors après, il y a une question de durabilité. Les archives qu'on ne détruit jamais, qu'on doit toujours garder, c'est le règlement, les contrats en cours. Alors effectivement, les contrats qui sont déjà terminés, on les met dans le règlement, dans le carnet d'entretien, mais on n'est pas tenu de les garder puisqu'ils sont terminés. Donc, les contrats en cours de validité, le registre des assemblées, parce que ça, c'est à vie. Vous devez normalement le garder depuis l'origine de la copropriété jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à sa disparition. Le même propriétaire a racheté tous les lots ou la copropriété a disparu, le bâtiment a disparu. Les actes notariés. Alors, quand on parle d'actes notariés, en général, on parle d'état daté. Parce que l'état daté, c'est un acte notarié puisque c'est ça qui va déterminer par le notaire. Alors, c'est ça plus la notification. Parce que je vous rappelle que quand il y a une vente, le syndic envoie l'état daté. Alors, c'est bon de le garder, mais la loi ne le précise pas. Mais là où on doit garder, s'il y a un document qu'on doit garder, c'est la notification de vente. Parce qu'une fois que la vente est réalisée, le notaire vous envoie au syndic en recommandé la notification de vente. Et ça, c'est impératif de le stocker parce que ça peut donner lieu à contestation. Donc, la notification de la vente, les plans de la construction et les descriptifs de la construction. Si vous ne gardez pas ces plans, la problématique, c'est que quand vous aurez une difficulté, par exemple, vous devez refaire une dalle qui est commune entre deux copropriétés, vous serez obligé de faire passer les géomètres experts pour faire un bornage, puisque comme vous n'avez pas de plan, il faut faire un bornage par un technicien, et ça coûte à peu près 5 000 €. Donc, si on peut s'éviter 5 000 €, il vaut mieux effectivement le faire à l'amiable et le faire avec des plans et garder les plans précieusement. D'où l'intérêt de les numériser. Ensuite, le descriptif des équipements. Alors oui, effectivement, si vous avez une chaudière ou une pompe de relevage, par exemple, quand vous êtes dans des endroits qui peuvent être inondés, il faut garder le contrat de pompe de relevage. Les interphones. Il faut garder les descriptifs parce que si demain vous devez le faire dépanner par quelqu'un et que ce n'est pas la personne qui l'a posé, ça peut poser problème. Alors, il y a aussi le problème du changement des noms. Alors, avant, on avait des systèmes d'interphone où on pouvait changer soi-même les noms parce que c'était relativement facile. Soit on avait une clé spéciale, soit on avait le programme qui permettait de changer. Aujourd'hui, avec les nouveaux interphones de type menu déroulant ou de type avec caméra, c'est un peu plus verrouillé, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut quand même garder la notice, non pas pour nous, parce qu'on ne pourra pas le faire, mais pour le technicien qui devra passer. Parce que si celui qui l'a installé a fermé boutique, est parti à la retraite ou tout simplement a changé d'activité, là, il va falloir faire appel à quelqu'un d'autre et il va vous demander le descriptif. Sinon, il ne pourra pas intervenir, à moins d'aller chercher sur Internet un vieux descriptif que quelqu'un aurait bien scanné et mis à disposition des autres. Après, vous avez les procès-verbaux de réception des parties communes. Ça concerne plutôt les immeubles neufs, parce qu'en 1930, je ne suis pas sûre qu'on ait gardé, nous, des PV de réception des bâtiments. Et je ne suis même pas sûre, d'ailleurs, que ces documents aient été communiqués à la copropriété. À mon avis, c'était le promoteur et le constructeur et l'entreprise qui devaient s'échanger ces documents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
puisque quand on achète en VFA, on doit pouvoir avoir tous les documents, y compris les procès-verbaux de réception, sachant qu'aujourd'hui, quand on est en VFA, celui qui reçoit le procès-verbal de réception des parties communes, donc celui qui les réceptionne, c'est le premier acheteur. Que quand on vend en VFA, il faut s'assurer, est-ce qu'on est le premier acheteur ou le deuxième ou le troisième? Parce qu'en fait, la garantie décennale, elle est déclenchée à réception des parties communes et la loi fait qu'en VFA, c'est le premier qui achète qui déclenche la garantie décennale et qui valide en même temps, qui fait le PV de réception. Alors, il ne le sait pas. Hein. À aucun moment, il a été visiter les locaux. Mais dans l'acte notarié que le notaire lui a préparé, il y a un petit article qui dit qu'il est censé faire la réception des parties communes. Personne ne le sait et personne ne va vérifier. Il n'empêche que si vous arrivez à la fin de la vente et qu'il y a eu 10 ans entre la première vente et vous, vous arrivez en dernier, ça veut dire que la garantie décennale n'existe plus au moment où vous achetez. Donc, c'est important de savoir à quel degré vous êtes arrivé, enfin, à quel niveau vous êtes arrivé au moment des achats. Est-ce que vous êtes le premier ou le dernier? Si vous êtes le dernier et que c'est après 10 ans, c'est fini, vous n'avez plus de garantie décennale. Sur les parties communes, bien sûr, sur les parties privatives, ça ne commence qu'à partir du moment où vous entrez dans les locaux. Mais sur les parties communes qui accèdent, qui permettent d'accéder à vos parties privatives, là, la garantie décennale est déclenchée dès la première vente. Donc, vous pourriez être hors garantie décennale pour les parties communes. C'est à vérifier quand on achète. Ensuite, vous devez avoir, logiquement, si votre dossier est complet, le permis de construire. Ça a l'air de rien, mais dans certaines copropriétés, ça permet de déterminer que le promoteur n'a pas respecté le permis. J'ai notamment une copropriété, et après, ça crée des dilemmes insolubles. J'ai une copropriété à Briançon où le promoteur avait déposé un permis de construire à côté d'une butte qui donne sur un, comment on appelle ça, les petites rivières d'alimentation en eau des jardins. J'ai un nom, mais ça ne me revient pas pour l'instant. Et donc, il avait acheté un terrain en contrebas de cette butte et donc de ce canal d'irrigation. Et il se trouve que pour des raisons matérielles, il n'a pas pu respecter l'alignement qui était prévu dans le permis de construire. Il a déplacé l'emplacement du bâtiment et en le déplaçant, il s'est collé en fait sur la colline et il a dû décaisser la colline. Donc, comme ça le dérangeait, il a carrément décaissé la colline pour pouvoir installer le bâtiment. Donc, le bâtiment a été livré en l'état et il se trouve qu'en ayant décaissé la colline, quand il y a des débordements du canal, eh bien, l'eau, effectivement, rentre dans la copropriété, puisqu'elle se retrouve en contrebas, en fait. Au lieu de se retrouver à 1 mètre ou 2 mètres du canal d'irrigation, en fait, il se trouve carrément en dessous du canal. Donc, ce qui fait que quand il y a des gros débordements, l'eau tombe carrément dans les appartements qui se trouvent à proximité. Et on a dû donc remonter au permis de construire, ce qui prouve qu'il faut le garder pour montrer qu'effectivement, le promoteur n'avait pas respecté le permis de construire initial, qu'il y avait eu un deuxième permis de construire, mais que ce deuxième n'avait pas été validé par la mairie et que donc, en fait, il avait juste déposé une demande de modification et il avait décaissé la colline sans autorisation et construit sous le canal d'irrigation sans autorisation. Et aujourd'hui, on est 10 ans après la construction et on se rend compte qu'effectivement, il y a un vice, il y a une malfaçon, puisque le bâtiment n'est pas protégé du canal. Donc, le permis de construire, il faut le garder, et y compris les modifications du permis de construire. Alors, ce n'est pas dramatique non plus, parce que si vous voulez le récupérer, il y a toujours un stockage de l'information en mairie. Par contre, ça peut être compliqué s'il y a eu des modificatifs et que la mairie ne vous les fournit pas. Donc, il faut toujours avoir un double. Vous avez aussi la déclaration d'achèvement des travaux, mais ça, c'est relié aussi au permis de construire. Les certificats de conformité, de la même manière, ça répond à la même... Alors, bon, le carnet d'entretien, on ne reviendra pas dessus. Si vous êtes en ASL, il faut conserver les statuts, comme on l'a dit, parce que c'est l'équivalent du règlement de copropriété. Mais vous avez aussi 2 documents obligatoires, le cahier des charges, parce que c'est dans le cahier des charges que vous allez avoir les prescriptions d'urbanisme. En général, dans une copropriété en ASL, par exemple, on dit qu'il y a une parcelle, à une parcelle correspond une maison. Pendant 10 ans, les statuts, en général, c'est ce qui est mis, dans le cahier des charges, il est bien indiqué qu'il est interdit de construire au-delà de la surface déjà construite, c'est-à-dire une maison par parcelle. Si, dans vos statuts, au bout de 10 ans, vous n'avez rien fait, les règles d'urbanisme des statuts, du cahier des charges, tombent. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit qu'au bout de 10 ans, les règles d'urbanisme du cahier des charges ne sont plus applicables et ne sont plus opposables à la mairie. Donc, pour les conserver plus longtemps, il faut les introduire dans les statuts de manière à ce qu'ils soient permanents, parce que les statuts sont permanents. Donc, on les introduit, c'est pour ça qu'il est mieux dès le départ de les mettre dans les statuts, on les met dans les statuts, on le dépose en préfecture, et ensuite on informe la mairie
que même en cas de modification du PLU, en aucun cas, les nouvelles règles d'urbanisme, donc de construction, ne pourront s'appliquer à l'ASL. Parce que là, actuellement, j'ai beaucoup de cas, parce que ça s'est quand même grandement construit dernièrement, et vous avez actuellement des colotis qui sont en train de diviser les parcelles, donc qui ont acheté une parcelle dans un lotissement, dans une ASL, et qui aujourd'hui se prêtent à construire une deuxième maison sur la parcelle. Et la difficulté, c'est de se dire, est-ce que les cahiers des charges ont plus de 10 ans ou pas, déjà d'une? Moins de 10 ans, ça ne pose pas de problème. Plus de 10 ans, OK. Est-ce que les règles d'urbanisme ont été mises dans les statuts? Oui. Donc, il n'a pas le droit de construire sa deuxième maison. Non, il peut le faire. Et même si vous régularisez après en disant, bon, OK, ben on va régulariser, il a obtenu son permis de construire, mais nous, on avait des prescriptions, on va les mettre dans les statuts. Ça sera opposable pour le futur colotis qui voudra construire, mais pour lui qui l'a obtenu alors qu'on n'avait pas mis à jour les statuts, il pourra conserver le droit de construire sa deuxième maison. Donc, ça peut avoir des inconvénients quand même, hein, de ne pas respecter ce délai de 10 ans et d'introduction des règles d'urbanisme dans les statuts. Ça peut avoir de graves conséquences dans les lotissements et dans les ASL en général. Ensuite, vous avez la même chose pour les unions de syndicats. Normalement, bon, les unions de syndicats, je n'en parle pas parce que c'est en fait une création virtuelle. Ça n'existe pas. C'est comme un syndicat de syndicats. Ce serait un syndicat de copropriété. Donc, c'est une pure création intellectuelle. Ça existe, mais c'est vraiment à la marge. Tout ce qui est convention, règlement et plan de modification relative aux ZAC, parce que vous pouvez être à proximité d'une ZAC et avoir des obligations et des servitudes avec la zone commerciale proche, voire même avec une zone piétonne. Vous pouvez même avoir, par exemple, des voies de communication communes avec la mairie. Moi, j'ai le cas actuellement de chemins dont l'appartenance n'est pas carrément déterminée, donc c'est comme des chemins vacants. Et il faut savoir que si vous les investissez, vous devenez propriétaire du chemin, et normalement, si personne ne les occupe, l'État doit s'en rendre propriétaire, donc doit les rentrer dans le domaine public. Alors, ça peut poser un problème si vous avez construit sur ces fameux chemins qui sont vacants des constructions du type, je ne sais pas moi, un point d'eau, un point de rétention, pour pouvoir répondre à un cas d'incendie, par exemple, dans votre lotissement. Ensuite, vous avez donc, comme j'ai dit, toutes les conventions, toutes les décisions. Alors, vous devez aussi garder les décisions de justice. Par exemple, le syndicat a obtenu une décision de justice favorable contre un copropriétaire. Ça fait partie des documents à garder de manière permanente. Bien sûr, c'est déjà exécuté. Bien sûr, il n'y a plus à demander d'article 700 puisque c'est déjà fait. Mais on doit obligatoirement les garder et on doit les mentionner normalement dans le carnet d'entretien. Vous avez le registre du personnel. Bon, normalement, on a ou 0 ou 1. C'est rare que les copropriétés aient plusieurs personnes en charge, donc plusieurs employés, mais ça peut arriver. En tout cas, même si vous n'en avez qu'un, vous devez tenir un registre du personnel parce que vous pouvez avoir une seule personne, mais différente à chaque fois. Vous pouvez avoir des concierges, des gardiens concierges qui se succèdent. Donc, il y a toujours un gardien concierge, mais ce n'est pas le même. Donc, vous devez tenir le registre du personnel et bien entendu le livre de paye si vous avez du personnel. Donc, ça, c'était les catégories permanentes. C'est-à-dire que vous devez les garder quoi qu'il arrive. On ne vous oblige pas à les garder sous format papier. Vous pouvez les numériser, mais vous devez être capable à tout moment de les reconstituer sous format papier. Comme elles sont permanentes, il vaut mieux d'ailleurs les stocker de manière numérisée. Après, il y a la deuxième catégorie des archives qui ne sont pas permanentes, donc qui ont des durées de vie limitées. Ce sont les carnets de chèques. Bon, c'est de moins en moins courant, mais ça peut arriver. Les relevés bancaires. Effectivement, au bout de 5 ans, vous pouvez vous en débarrasser. Les fiches de paye. Les factures. Généralement, les factures, il faut les garder 10 ans. Donc, les carnets de chèques, les relevés bancaires, les fiches de paye, vous pouvez au bout de 5 ans vous en débarrasser. Les factures au bout de 10 ans. Les avis d'opposition, comme elles sont valables, on peut les contester pendant 3 ans. Vous pouvez les garder pendant 3 ans, mais pour unifier un peu, je dirais, la durée de stockage, ce serait d'aligner en fait la durée de conservation au carnet de chèques et au relevé bancaire, donc 5 ans. Les justificatifs de versement aux organismes sociaux, comme je vous l'ai dit, si vous utilisez le CEA, l'URSSAF, lui, les garde de toute façon, quoi qu'il arrive, mais vous pouvez en faire une copie pendant 5 ans sur votre propre ordinateur. Ensuite, vous avez les dossiers de procédure, si vous avez eu des procédures judiciaires, et les justificatifs de convocation des assemblées. Donc, justificatif, ça veut dire les bordereaux d'envoi
du recommandé et les accusés-réceptions que vous avez reçus. Et si vous n'avez pas d'accusé-réception, le retour du recommandé non réclamé par la personne. Ensuite, les documents relatifs aux charges sociales. Là, ça fait partie de ce que je vous ai dit pour le CER URSSAF. Le règlement de copropriété, ça, il n'y a pas de les avis d'imposition. Alors, pour les archives non permanentes, à durée limitée entre 5 et 10 ans, on vient de faire le tour. On s'est arrêté aux convocations des assemblées générales. Alors, moi, je rajouterais convocation et notification. C'est-à-dire que vous devez stocker les convocations, donc les bordereaux de convocation et les bordereaux de notification, puisque ça va de pair. Pour pouvoir prouver qu'une assemblée a eu lieu, il faut pouvoir prouver qu'elle a été convoquée et qu'on a notifié le PV. Donc, il faut garder les deux, convocation et notification. Et puis après, vous avez des durées de conservation qui n'ont rien à voir avec la copro et qui concernent des prescriptions générales. C'est-à-dire que vous soyez particulier, copropriété ou société, les pièces comptables, c'est 10 ans. Le livre de paye, c'est 5 ans. Alors, ce n'est pas les 5 ans de la copropriété, c'est les 5 ans de droit commun qui s'appliquent à tout le monde. Les charges sociales, 3 ans, parce que c'est un peu comme les impôts. On ne peut pas réclamer au-delà de 3 ans. Et puis les autres, ce n'est pas de limite. Donc, logiquement, vous êtes obligé de les garder de manière indéterminée. Alors, la durée, je dirais, en plus des limitations de durée, je dirais, de droit commun que je vous ai citées, la loi elle-même de 65 ne prévoit pas de délai. Il n'y a pas un article qui dit, voilà, vous devez garder vos documents pendant telle date. Elle se base sur le droit commun qu'on vient de citer et qui peut changer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous donne des durées, mais demain, elles peuvent très bien changer. Donc, il faut effectivement se tenir au courant parce que ça peut se limiter. Comme par exemple, les factures, on devait, il y a quelque temps encore, les garder 10 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Donc, ça peut se modifier dans la durée. Mais en règle générale, il y a quand même des choses qui n'ont pas bougé. S'il y a au moins un délai sur lequel vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est 10 ans. Si un jour vous avez un doute en disant ça, est-ce que je dois le garder ou pas, c'est soit un document permanent, donc je viens de citer la liste, et s'il est dans les documents permanents, il n'y a pas de problème, on les garde à vie, soit 10 ans. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. 10 ans, ça englobe toutes les prescriptions possibles. Ensuite, vous avez les actions personnelles. Alors après, je ne parlerai pas des procédures, parce que les procédures, elles répondent à des prescriptions particulières. Par exemple, les contestations, les PV d'assemblée, c'est vrai qu'elles sont limitées à 2 mois. Donc, une fois que vous avez un PV qui est hors délai, en général, on fait ce qu'on appelle une attestation de non-recours, c'est-à-dire qu'on atteste que dans le délai de 2 mois, il n'y a pas eu de recours, et à partir de là, il n'y a pas de discussion possible, vous pouvez vous en séparer. Mais je vous conseille de le garder parce qu'officiellement, vous pouvez vous en séparer, mais si jamais il y avait une question de contestation, de réception de la convocation, que vous l'ayez envoyé par exemple à une mauvaise adresse, effectivement, vous avez bien l'accusé-réception, le retour du recommandé disant que vous l'avez envoyé, mais en imaginant que c'était une mauvaise adresse, on pourrait la contester. Et dans ces cas-là, on pourrait revenir. C'est pour ça que le délai de 10 ans, voire de 5 ans, qui est générique, c'est le délai sur lequel vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. À les garder ou à ne pas les garder. Après, si vous avez la possibilité de tout garder, notamment en numérisant, il vaut mieux tout garder parce qu'on ne sait jamais de quoi on va avoir besoin. Imaginez que dans 10 ans, on vous pose une question sur laquelle vous n'aviez absolument aucun doute et qui tout à coup nécessite quand même que vous recherchiez. C'est plus facile quand on a les documents que quand on veut essayer de reconstituer ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand on peut, on garde le plus longtemps possible. Et comme on peut numériser, aujourd'hui, on peut garder à vie tous les documents. Après, voilà, il y a aussi un élément, c'est pour ça que j'ai dit, il faut éviter de s'en séparer trop vite, parce que vous avez aussi une question de prescription, je dirais, générale, qui vient du Code civil, qui est ce qu'on appelle la prescription de 30 ans. Alors, ça s'applique dans des cas très particuliers. Par exemple, quelqu'un qui aurait occupé un palier. Il est au dernier étage, il est le seul à avoir l'usage du palier, et un jour, il s'amuse à le fermer et à en faire une pièce en plus. Là, c'est pareil, c'est une prescription de 30 ans. Donc, s'il y a des documents, je ne sais pas, qui concernent le ravalement, par exemple, de ce palier, etc., dans le cadre du ravalement de l'immeuble, c'est bon de le garder parce que ça permet de casser la prescription. Parce que si on n'a pas de documents dans les 30 ans prouvant qu'on a bien vu que c'était un palier et qu'il a été occupé,
ben, il en devient propriétaire. Si personne ne conteste, au bout de 30 ans, il peut dire, voilà, moi, ça fait 30 ans que je l'occupe, ça fait 30 ans que c'est au vu de tout le monde, personne ne l'a contesté, donc à partir de là, il est à moi. Et c'est arrivé, hein, ça arrive. Ça arrive pour des paliers, ça arrive pour des combles. Alors, les combles, c'est un peu plus difficile parce que c'est moins visible. Mais ça arrive pour des cours, des jardins, où effectivement, les gens pensent que vous êtes propriétaire et que vous ne l'êtes pas. Si vous le gardez pendant 30 ans, vous l'entretenez, etc., au vu de tout le monde, et qu'à un moment donné, au bout de 30 ans, quelqu'un vous dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce jardin? Là, moi, j'aimerais bien y aller parce que c'est la partie commune de tout le monde. » Là, il pourrait vous dire « Attention, ça fait 30 ans que je l'ai, donc ça fait 30 ans, il est à moi. » Ou à contrario, le syndicat pourrait dire « Ah non, non, parce qu'il y a 20 ans, on a fait des travaux de bornage et ce jour-là, effectivement, bah, le bornage, il concernait y compris le jardin. Donc, la prescription est cassée et c'est bien une partie commune. » Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué de dire qu'est-ce qu'on peut vraiment jeter et qu'est-ce qu'on ne jette pas. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a de stocker, on peut se permettre de tout garder. Non pas parce que la loi le demande, mais parce qu'à un moment donné, comme la loi dit qu'on peut, demander la prescription acquisitive d'un bien, alors ça peut être un bien, ça peut être un panier, ça peut être une cour, ça peut même être un appartement. Imaginez un appartement qui est commun, par exemple la loge de l'ancien gardien, qui n'est pas occupée, qui tout à coup se voit investi par un des copropriétaires parce qu'il est en face, et que personne ne dit rien, parce que personne s'en occupe, parce qu'on n'a pas l'intention de le louer, et que personne ne bouge. Au bout de 30 ans, il est à lui. S'il peut prouver que personne ne l'a réclamé et qu'il l'a fait de manière continue et officielle pendant 30 ans, il en devient propriétaire sans avoir jamais rien acheté. Donc, ça peut être un danger. Pour une copropriété, ça peut être un danger. Après, la question, c'est qui peut demander les archives? Alors, on a dit les archives, normalement, le syndic les a. Donc, il ne peut pas les demander puisqu'il les a déjà. Il est censé les avoir. Ça veut dire que comme on a une succession de syndics, quand on change de syndic, le nouveau doit demander les archives à l'ancien. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a lui-même reçu. Donc, il lui demande, je dirais dans l'absolu, rendez-moi les archives. Alors, c'est bien beau, mais il n'a pas de liste. Donc, le syndic qui sort lui rend les archives qu'il veut bien lui rendre. D'où l'intérêt d'avoir une liste pour dire, attention, est-ce que vous avez ceci, ceci, cela, pour qu'il puisse vous répondre. Bien entendu, s'il est de bonne foi, il va vous dire ce qu'il a. Et honnêtement, il devrait vous fournir même le bordereau de remise des archives qu'il a lui-même signé avec le précédent syndic. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, aucun syndic ne me l'a jamais remis. Personne ne l'a jamais, tout le monde le signe, mais personne ne le transmet à chaque succession. Ce qui veut dire qu'ils l'ont, mais ils ne le fournissent pas. Pourquoi? Soit parce qu'ils les ont fait disparaître, soit parce qu'ils en ont perdu entre-temps et qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils ont perdu des archives, soit parce que par accident, ils ont justement détruit ces archives et qu'ils ne veulent pas mettre l'accent sur le fait qu'ils les ont eues, mais qu'ils les ont détruites. Donc, au jour d'aujourd'hui, la complication, enfin, la partie compliquée du transfert des archives, c'est qu'on ne sait pas ce que l'ancien syndic avait, à moins que le conseil syndical ait travaillé avec le syndic et lui-même demandé la copie, et c'est pour ça qu'il est très important, et c'est même indispensable, que le conseil syndical ne soit pas un conseil syndical de pacotille, et qu'au moins s'il fait quelque chose, à défaut de contrôler le syndic, il lui demande la copie des archives pour les avoir lui-même en détention. Parce il faut savoir qu'au moment où on change de syndic, il n'y a pas de coopération entre les syndics. Le premier va attendre que l'autre lui demande la communication des archives, donc il doit attendre au moins 1 ou 2 mois. Celui qui doit les recevoir va le relancer, donc il y a au moins 3 mois qui se sont passés. Pendant ces 3 mois-là, le nouveau syndic ne peut pas travailler puisqu'il n'a rien, sauf si le conseil syndical a perdu vers lui les archives, et les archives minimum, c'est le tableau des tantièmes pour que le nouveau syndic puisse faire des appels, c'est le règlement pour, je dirais, le mode de fonctionnement, parce que la première chose que va devoir faire le nouveau syndic, c'est des appels. Pour faire des appels, il faut avoir les tantièmes, il faut avoir les adresses des copropriétaires, donc un certain nombre d'informations minimum. Donc, si le conseil syndical les a, il n'y a pas de problème, il prend sa mission tout de suite dès qu'il a été élu. Dès le lendemain, il est capable de faire des appels. Si on doit attendre la remise des archives, il va perdre entre 3 et 6 mois. Et dans certains cas, c'est même 1 an, parce que moi, j'ai vu des syndics mettre 1 an avant de fournir la totalité des archives. Donc, il est absolument indispensable que le conseil syndical soit en même temps détenteur au moins d'une partie des archives, si ce n'est pas de la totalité. Parce qu'il en a besoin, puisqu'il doit contrôler le travail du syndic. Et pour le contrôler, il faut qu'il les ait. Et pour les avoir, il faut qu'il les ait demandés. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir que sur 100 copropriétés, il n'y en a pas 2 qui ont demandé les archives complètes.
Ah, des petits bouts d'archives, oui. Et qui les ait conservés, parce qu'à un moment donné, par exemple, on va demander les comptes de la copropriété. Le nombre de présidents de conseils syndicaux qui disent bah, ça y est, on a contrôlé, donc on jette, bah, on les compte sur les doigts de la main. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, ils s'en occupent. D'abord, ils ne s'en occupent pas. Et quand ils s'en occupent, ils s'en débarrassent dès qu'ils ont adopté les comptes. En disant bah, c'est fini, puisqu'on a voté les comptes. Alors, c'est faux. Le nouveau syndic, quand ils vont changer, parce qu'à un moment donné, on va forcément changer de syndic, le nouveau, on aura besoin. Et donc, si on les jette, eh ben, on devra attendre 6 mois avant de les récupérer. Après, il y a aussi d'autres personnes qui ont le droit d'avoir, quand on a un conseil syndical, par exemple, qui n'est pas efficace, qui est juste là parce que bah, ça fait bien d'avoir le titre de président de conseil syndical, ça n'empêche pas les copropriétaires eux-mêmes d'avoir la copie des archives. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont reçu la convocation, la loi dit qu'à réception de la convocation, n'importe quel copropriétaire peut demander l'accès à toutes les archives. Parce que les archives appartiennent au syndicat et donc à tout le monde. Mais il ne peut le faire, lui, contrairement au conseil syndical qui peut le faire à tout moment, le copropriétaire individuel ne peut le faire qu'au moment où il a reçu la convocation et jusqu'à l'Assemblée. Donc, il a un délai à peu près de 15 jours pour faire sa demande de copie d'archives. Alors, bien sûr, le minimum, c'est de demander le règlement de copropriété, le carnet d'entretien, à condition qu'il soit complet, éventuellement les fiches de paye, les factures. Il a le droit de demander les factures, puisque dès la convocation, même si le conseil syndical a fait le contrôle, ça ne l'empêche pas de faire lui-même le contrôle pour son compte. Donc, il y a 2 degrés de contrôle. Le conseil syndical avant l'envoi des convocations. Ensuite, le copropriétaire, dès qu'il reçoit la convocation et qui n'est pas au conseil syndical ou qui est au conseil syndical mais à qui on a refusé les archives, peut les demander lui-même de son côté. Donc, vous avez normalement 3 sources d'archives possibles. Le syndic, le conseil syndical et le copropriétaire vigilant qui a demandé les documents en question pour s'assurer effectivement du bon travail du conseil syndical. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut obtenir ces informations-là des tiers? Je n'ai pas connaissance, à mon avis, de tiers qui auraient possibilité ou qui nécessiteraient de l'avoir. Par contre, une société qui devrait intervenir, par exemple, dans la copropriété, ce serait bon qu'on puisse lui fournir. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonjour, c'est M. Charnot. J'ai mis tous ces documents moi, à disposition du conseil syndical en Dropbox. Comme ça, Ah ils ben ont accès. voilà, au moins ils sont disponibles. Alors l'avantage en plus, si c'est vous qui avez créé le Dropbox, Oui, c'est que quand il y aura un changement de syndic, ben en fait, vous avez juste à transmettre le lien au nouveau syndic et vous n'avez rien à faire. Toutes les informations lui sont transmises instantanément. voilà, c'est ça. Et puis tous les copropriétaires ont leurs documents propres auxquels ils ont accès eux-mêmes uniquement. Personne d'autre peut aller voir que quand ça concerne leur appartement. Comme ça, bon, ben, il y a une archive qui est disponible H24. Voilà. Donc, ce que je vous disais pour les tiers, c'est que là, on parle à l'intérieur de la copro. Donc, à l'intérieur de la copro, l'idéal, c'est d'avoir un extranet, c'est ce qu'on disait. Alors, peu importe, hein, il y en a plein qui sont gratuits. On n'a pas besoin d'avoir un truc très sophistiqué. Par exemple, sur Gmail, sur Google, on a OneDrive. OneDrive, c'est pareil. Vous pouvez créer effectivement un dossier dans lequel le syndic pourra déposer tous les documents nécessaires. Et après, quand vous changez de syndic, bah, vous changez le lien et vous donnez le nouveau lien au nouveau syndic et il peut démarrer dès le lendemain. On n'y pense pas, mais ça ne sert pas qu'aux copropriétaires, ça peut aussi servir aux nouveaux syndics. Après, oui, pour ce qui concerne les éléments qu'on peut donner à des tiers, déjà, il y a le notaire qui peut réclamer effectivement, par exemple, au moment de la vente, qui peut réclamer le carnet d'entretien, d'où l'intérêt de l'avoir mis, de l'avoir créé, de l'avoir mis à jour surtout, sinon il ne sert à rien. Après, on peut avoir les entreprises qui interviennent. Par exemple, vous faites des gros travaux de consolidation de plafond haut, comme ça m'est arrivé, la reprise de 2 planchers, donc plancher haut de 2 appartements. Ben là, l'entreprise, elle a peut-être besoin de savoir ce qui a été fait précédemment, s'il y a eu des fuites, parce que c'est pareil, des fuites importantes, ça doit être dans le carnet d'entretien. On doit avoir la date, l'entreprise qui est intervenue, la nature des travaux, par exemple. C'est d'autant plus nécessaire, par exemple, lorsque vous avez, ce qui est malheureusement le cas, dans des copropriétés, des fuites de type infiltration qui ne sont pas forcément visibles, en tout cas pas visibles immédiatement, et qui viennent attaquer carrément les poutres porteuses. Alors ça, ce genre de choses, en général, on le voit parce que ça transparaît. Alors si c'est des bâtiments en briques, ce genre de fuite, on le voit parce que ça transparaît sur la façade. Les briques absorbent l'eau et vont la rejeter vers l'extérieur, donc on va voir des taches, en fait, des taches d'humidité sur la façade. Pour les bâtiments en béton, c'est plus compliqué parce que le bâtiment peut être poreux et dans ce cas-là, il va absorber
et ce sont toutes les structures métalliques qui vont être mangées de l'intérieur, et ça ne se verra pas forcément à travers le béton. Mais bon, si on a des fuites à répétition, comme ça arrive dans quand même beaucoup de copropriétés, où la même personne fait mal les travaux et que la fuite revient chaque année, voire tous les 2 ans, et que systématiquement ça attaque tout ce qui concerne la structure, là on peut faire des sondages. Et c'est pour ça que c'est important de garder ces informations-là, de pouvoir éventuellement même envoyer les factures d'intervention des sociétés à l'assureur de la copropriété pour qu'il puisse éventuellement se retourner contre des personnes qui ont soit mal fait les travaux, parce que ça peut arriver, soit tout simplement pas traiter le problème à la base. Voilà. Pour le changement de syndic, je vous recommande effectivement de faire, des stockages en numérisé pour ne pas avoir à effectivement transférer de papier. Vous envoyez juste un lien et le transfert se fait automatiquement. Et il n'a plus d'excuses pour démarrer tout de suite. Parce que de toute façon, oui. J'ai un téléphone qui sonne. Alors, je ne sais pas, là, je suis en train de regarder. Bon, pour moi, au niveau des archives, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus précises ou des cas particuliers. Oui, maître, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, maître? Oui, oui. Oui, c'est Gérard. Je vous ai posé une question hier ou avant-hier, vous savez, sur la difficulté que j'ai avec le syndic de consulter les archives. Alors, vous dites qu'on peut consulter toutes les archives entre la convocation et l'Assemblée générale. Je croyais que ce n'était que les archives comptables. Mais c'est plus rassurant si vous me dites qu'on peut consulter toutes les archives. Non, mais il n'y a pas de limite à la partie comptable. La consultation par le conseil syndical, c'est tout le temps et pour tout document. Donc, il y a zéro limite pour le conseil syndical. Quand il y a un blocage… Je ne suis pas membre du conseil syndical. Non, quand il y a, ouais, non, mais même au conseil syndical, il peut y avoir un blocage. Il faut rappeler l'obligation de mettre les documents en ligne sur Extranet. Donc déjà, il y a une partie des documents qu'on peut obtenir directement sur la mise en ligne de l'Extranet. Après, il n'y a rien. Voilà. Oui, mais il n'y a rien parce que le conseil syndical n'a pas non plus donné une liste de documents au syndic en disant merci de bien vouloir mettre ces documents en ligne. C'est au conseil syndical de faire respecter la loi. Le syndic, il ne le fera pas spontanément. Le conseil syndical, il fait blocage aux informations. C'est pas Alors, il fait blocage aux informations. Ça veut dire que quand on est copropriétaire et qu'on a un conseil syndical qui ne fonctionne pas, on doit, en tant que copropriétaire, se préparer à demander les archives des réceptions de la convocation. Alors, toutes les archives, on peut avoir accès à tout. Des comptables. Voilà, à tout, absolument tout. On a accès à toutes les archives à la convocation. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de préparer un courrier que vous enverrez au syndic, ça c'est dans le cas de blocage, que vous enverrez au syndic un mois avant la convocation, parce que les assemblées se font toujours à peu près à la même date. Donc, que vous envoyez un mois avant la convocation en disant, voilà, je souhaiterais, dans le cadre de la prochaine assemblée générale, et dès réception de la convocation, disposer de tel et tel document. Et là, vous listez les documents dont vous souhaitez avoir communication en lui demandant de les mettre à disposition sur l'extranet. Je n'ai pas demandé sur l'extranet. Mais c'est important parce que l'extranet, normalement, on ne les supprime plus. Une fois qu'ils y sont, ils ne doivent pas disparaître. Oui, je l'ai demandé il y a 2 mois, enfin 2 mois avant l'Assemblée générale, et le syndic a eu le culot de me demander, mais sur quel fondement juridique vous venez me demander de consulter des pièces qui ne sont pas… Non, mais avant, il a le droit, parce que je vous ai dit, un copropriétaire qui n'est pas au conseil syndical n'a le droit de consulter les archives. En tout cas, la loi lui donne le droit de consulter toutes les archives à réception de la convocation. Mais là, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de prévenir un mois avant, attention, monsieur le syndic, à réception de la convocation, j'aimerais pouvoir avoir communication par transfert sur extranet de tel et tel document. Et là, vous lui donnez la liste de tous les documents qui vous manquent. Ah ben, je vais lui demander sur extranet. Alors, oui. Voilà. Vous lui demandez de le mettre sur extranet. Et comme il vous dira non, mais tant que vous êtes en dehors des assemblées, vous n'avez pas le droit, vous lui répéterez bien dans le courrier, à compter de la réception de la convocation. C'est-à-dire que le jour même de l'envoi de la convocation, il doit les mettre sur extranet. Ce qui fait que vous gagnez une semaine. Parce que lui, quand il va vous envoyer la convocation, vous allez la recevoir entre 2 ou 3 jours, voire plus. Donc, vous aurez perdu déjà une semaine. Si vous le prévenez que c'est à la convocation qu'il doit être à disposition, normalement, il a déjà une semaine de gagné. Vous avez une semaine de gagné parce que vous lui demandez avant. Oui. Et que donc, dès le lendemain, vous pouvez lui dire, voilà, je vous avais demandé de les mettre. Je constate 24 heures plus tard que l'extranet n'est toujours pas mis à jour. Oui, d'accord. Après, s'il continue à refuser de vous les transmettre,
effectivement, vous avez une procédure qui s'appelle la procédure de référé. Jusqu'à encore il y a peu de temps, jusqu'à l'année dernière, vous pouviez encore le faire vous-même. Là, maintenant, vous êtes obligé de passer par un avocat, mais vous pouvez demander en référé la communication et éventuellement même suspendre l'Assemblée tant que cette communication n'a pas été faite. Ça, c'est important. Donc, ça peut bloquer une Assemblée, le fait de ne pas respecter effectivement cette communication obligatoire. Mais malheureusement, c'est voilà. Après il faut d'abord une mise en demeure. C'est pour ça qu'une mise en demeure faite a priori au moins un mois avant, ça vous permet déjà de prendre date en disant dès le lendemain de la réception du courrier, il est déjà en faute. Alors que si vous le demandez seulement à réception de la convocation, je vous dis là, vous n'aurez pas le temps de faire le référé parce qu'aujourd'hui, il faut au moins une semaine à 15 jours pour l'obtenir. Oui, c'est pas quoi. Donc, il faut compter les délais avec les tribunaux qui se sont allongés. Même si c'est en référé, donc entre guillemets, procédure rapide, ça reste rapide en fonction de la disponibilité. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est rare. Un référé d'heure à heure, ce qu'on appelle un référé de suprême urgence, d'extrême urgence, on peut l'avoir à une semaine. Ah oui. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle une super urgence pour moi. Pour moi, une super urgence, c'est sous 24 heures. Donc, vous voyez que, ça dépend des tribunaux en plus. Donc, voilà, il faut vraiment s'y prendre en amont, sachant que ça va être retardé parce que la procédure est longue, c'est de le demander un mois avant en disant, attention, à compter de votre convocation, merci de me mettre à disposition tel et tel document. OK, merci bien. Voilà. Émilie, comment dirais-je, chez le syndic, j'ai constaté en consultant les archives que le syndic, comment dirais-je, en 2014 avait signalé qu'il y avait 16 packs de dossiers. 16 cartons 16 cartons, merci, voilà, je cherchais le terme, 16 cartons. Et quand on a voulu revoir les archives, eh bien, il n'y en avait que 8. Et le syndic actuel disait, mais je n'ai rien d'autre, je vous donne tout ce que j'ai. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on… Il n'y a pas, comment dirais-je, de… Alors, ça ne veut rien dire, ça, les cartons, hein, parce que vous pouvez avoir des grands cartons et en avoir 3, et avoir des petits cartons, en avoir 20. Donc, ça ne veut rien dire. Par contre, ce qu'il faut demander, et ça, vous avez le droit de le demander, et à mon avis, le conseil syndical devrait systématiquement le demander, dès qu'un nouveau syndic est nommé, lui demander la copie de la remise des archives. Alors, ça n'existe pas. Aucun syndic… Ah bah si, ça existe, parce que c'est la seule chose qui permet à un syndic de récupérer des archives. En fait, c'est un document dans lequel, moi je peux vous donner des exemples parce que j'en ai quand même quelques-uns, c'est un document dans lequel on liste, alors en général c'est des cartons, donc on liste les cartons et on met par exemple carton numéro 1, et dans le carton numéro 1, il y a, je sais pas moi, le règlement de copropriété, les appels, etc. Et il y a un détail de tous les documents avec les années concernées qui figurent sur ce document. Alors, c'est le document le plus important parce qu'effectivement, on perd l'historique des archives qui se sont transmises si on n'a pas le document d'origine. Alors, moi, j'ai fait les 8 cartons et dans les 8 cartons, c'est un pêle-mêle de tout et il n'y a aucun suivi. C'est totalement aléatoire, comme si quelqu'un d'autre avait fouillé antérieurement et c'est du n'importe quoi à l'intérieur. D'où l'intérêt. Et je n'ai pas les archives, excuse-moi, je n'ai pas les archives depuis la livraison de l'immeuble à l'an 2000. Donc, ça, c'est normal. 15 années. Oui, mais ça, c'est normal. Moi non plus, je n'ai pas jamais récupéré des archives de 1930. Par contre, il faut pouvoir récupérer les PV d'assemblée et les documents de base. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. Voilà. C'est pour ça que pour éviter qu'il y ait encore une perte lors du prochain changement, parce qu'il y aura forcément un changement de syndic, ce qu'il faut faire, c'est, puisqu'on n'a pas l'historique d'avant, donc ça, il faut en faire son deuil, hein, on ne l'a pas, mais c'est de dire, à partir de maintenant, on va demander, parce que quand un syndic prend ses fonctions, il n'a encore aucune réticence à vous donner la copie du bordereau de remise des archives, parce qu'il n'a pas d'antériorité, donc il n'a rien à cacher. Donc, non, il dit simplement, j'ai tant de cartons, point barre, rien d'autre. Vous lui demandez le bordereau de remise des archives. Aucun syndic ne reprend des archives sans avoir signé un document dans lequel il y a le nombre de cartons, le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, pour la simple et bonne raison, c'est que s'il n'a pas ce détail, il peut attaquer en justice l'ancien syndic pour non-remise des archives.
Donc, je peux vous dire que tous les syndics font ça. Celui qui s'en va fait une liste extrêmement exhaustive. Hein. Ça va jusqu'à annexe avec page numéro tant, avec tant de pages, etc. pour chaque document, de manière à ce que lorsque le syndic qui vient signer le document, alors bien sûr, la plupart du temps, il n'a pas le temps, il arrive un peu en catastrophe, il signe le document les yeux fermés, il récupère les archives chez lui, et c'est quand il va commencer à ouvrir les cartons qu'il va s'apercevoir que ça ne correspond pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je vais récupérer des archives, alors déjà, je peux vous dire qu'une fois sur deux, les syndics font du chantage. Moi, j'en ai un une fois. Je suis arrivée pour récupérer des archives. Donc, ce n'était pas un changement agressif. Hein. C'était juste un syndic qui ne faisait pas l'affaire. Les copropriétaires ont présenté. Il n'y avait pas d'animosité entre le syndic et les copropriétaires. Je suis arrivée dans son bureau, dans son cabinet, en récupération des archives. Il n'était pas là. Le préposé, je ne sais pas pourquoi, m'a dit « vite, vite, récupérer les archives ». Je n'ai pas bien compris pourquoi il me disait « vite », puisque je viens les récupérer, je vois pas, la notion d'urgence n'existait pas. Et je lui réponds « je ne peux pas, je suis avec un taxi, donc je ne pourrai récupérer qu'une partie des archives. Je vais prendre ce qui me paraît le plus indispensable, puisqu'il y en avait, je ne sais pas, il y en avait 30. Moi, je m'attendais à un maximum de 10 cartons, là, il y en avait 30. Donc, je n'ai pas bien compris, mais bon, pourquoi ne pas refuser de récupérer toutes les archives? Donc, j'ai commencé à faire un premier voyage avec 10 cartons, les principaux, heureusement, et je reviens pour rechercher la deuxième série. Et là, c'est donc le patron de l'agence de syndic qui est présent et qui me dit bah non, il va falloir que voilà, vous nous donniez votre accord. Il me fait signer un bordereau dans lequel il avait rajouté que je devais reverser le solde dû par la copropriété. Il avait glissé ça dans le bordereau de remise, à la 3e page, à la 4e page. Donc, j'ai regardé, j'ai dit non, là, je ne peux pas faire parce que cet argent-là, ce n'est pas moi qui vous le dois, c'est le syndicat. Donc, ce document, je ne peux pas le signer. Et il m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, vous ne récupérerez pas le reste des archives. Et il ne me les a jamais données. J'aurais pu faire une procédure, mais ça servait à quoi? Puisque de toute façon, s'il avait voulu me donner des cartons pleins de pages vides, il pouvait faire exactement la même chose. Donc, j'ai laissé tomber, je n'ai pas récupéré les vingtaines de cartons qui restaient. Et par contre, j'ai ouvert les disques que j'avais récupérés. Et là, je me suis aperçu qu'il s'était amusé à photocopier 4 ou 5 fois les mêmes documents pour que ça fasse du volume et pour qu'on n'ait pas le temps de vérifier. Parce que logiquement, j'aurais dû normalement, avant d'enlever le premier carton, et c'est ce que j'ai fait après par la suite, je vérifie chacun des cartons, je coche sur la liste si ça existe ou si ça n'existe pas, et je peux vous dire à ce jour que je n'ai pas eu un seul enlèvement d'archives qui était complet. Et à chaque fois qu'il manquait, il manquait telle et telle pièce qui n'était pas dans les cartons. Et ça demande plusieurs heures quand même. Hein. D'accord. Alors, moi, je suis confrontée à des syndics successifs qui, lorsqu'ils ont des cartons d'archives, les prennent et les mettent et les stockent en cave. Point barre. Il n'existe pas de bordereau de remise, rien du tout dans ce cadre-là. C'est assez rare parce qu'en cas de contestation, ils ne peuvent même pas prouver qu'ils les ont récupérés. Moi, un syndic qui sort, syndic sortant, ma sécurité, c'est de lui faire signer un bordereau pour qu'il ne puisse pas m'attaquer en disant non remise des archives. Parce que ça existe. Hein. Un syndic peut attaquer l'ancien pour non remise avec 500 € de pénalité par jour de retard. Donc, la sécurité pour un sortant, même si vous ne le savez pas, c'est sûr, le sortant lui a fait signer un document. Alors, peut-être un document disant remise des archives sans détail, ça, c'est possible. Mais je le vois mal faire ce genre de choses alors qu'il sait que ça peut se retourner contre lui. Moi, tous ceux que j'ai eu en remise d'archives, c'était un truc où il faisait 4 pages. 4 pages pour détailler tout, chaque document. Alors après, je ne dis pas que c'était bien rangé dans les cartons. Ça, c'est un autre problème. Effectivement, c'était le foutoir complet. Mais en tout cas, dans les documents que j'ai pu pointer, effectivement, ils se trouvaient bien dans les archives que j'ai remises. Sinon, je ne les aurais pas emportés. Donc maintenant, je fais l'inverse. Je vérifie avant de les enlever. Et si je ne trouve pas ce que je cherche, je n'enlève pas le carton. Sauf effectivement les éléments indispensables. Et c'est pour ça que c'est bien que ce soit numérisé. C'est le règlement de copropriété avec les tantièmes, parce que sans ça, je ne peux pas travailler, et éventuellement les factures des travaux en cours. Parce que ça, on ne peut pas solder des factures, même si on peut demander au fournisseur la copie de ses propres factures, ce qui fait qu'on peut reconstituer les archives. Mais ça n'existe, un syndic sortant qui ne fait pas de bordereau de remise des archives, ça n'existe pas. Pour sa propre sécurité, ça ne peut pas exister. Donc, s'il vous refuse, c'est qu'il y a déjà un problème. Voilà. Il a l'obligation de le communiquer. Ça fait partie des…
Oui, malheureusement, on est confronté à ça. Alors, quand on ne peut pas les avoir, après, il y a la procédure de référé. Avant, il faut d'abord mettre en demeure le syndic de vous les communiquer, à condition, comme je le disais, qu'on soit au conseil syndical. Et si on n'est pas au conseil syndical, à condition qu'on soit dans le cadre de la convocation. Et là, on peut faire intervenir la procédure judiciaire en référé pour communication d'archives. Et il faut avoir précédemment mis en demeure le syndic, soit avant une assemblée, soit quand on est au conseil syndical à tout moment, une mise en demeure. Et c'est sur la base de cette mise en demeure qui est restée sans réponse qu'on peut saisir le juge. Mais on ne pourra pas le saisir si on n'a pas fait de mise en demeure. Et effectivement, comme malheureusement, c'est une procédure en référé, d'où l'intérêt d'être, si on n'est pas au conseil syndical, d'être plusieurs copropriétaires à le demander. Comme ça, on partage la facture. Mais ceci dit, ça n'empêche pas, puisqu'on est censé gagner, ça n'empêche pas en référé de demander effectivement un article 700 de 3 000 €, ce qui permet de combler les frais d'avocat. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Puisqu'en référé, si vous attaquez le syndic pour non-communication des archives, il va perdre. Et comme il va perdre, il va être condamné à l'article 700. Donc, vous pourrez demander le remboursement de l'avocat, indirectement, vous mettrez dans l'article 700 le montant que vous a coûté l'avocat pour être remboursé. Je descends, oui. D'autres questions? Oui, maître, vous m'entendez? Oui. Pour être remboursé au titre de l'article 700, est-ce que l'avocat fait bien en communiquant sa propre note d'honoraires? Alors, l'article 700 qui est demandé, elle est totalement déconnectée des factures que vous pouvez avoir. Donc déjà, moi, si j'étais vous, en tant que copropriétaire, on a quand même intérêt à avoir une protection juridique. Et c'est cette protection juridique qui va vous servir quand vous allez faire un référé, parce que la protection juridique vous permet d'avoir un avocat. Alors, il y a deux modes. Soit on vous dit, vous prenez l'avocat que vous voulez et vous nous enverrez la facture en remboursement, soit on vous désigne un avocat qui peut être n'importe où, peu importe, puisqu'il peut avoir un postulant sur site. Donc là, il faut vraiment, quand on est copropriétaire, et en plus quand on est au conseil syndical, il est important d'avoir une protection juridique propre, parce que vous ne pourrez pas forcément utiliser la protection juridique du syndicat, étant donné que souvent, c'est le syndic qui a choisi l'assureur et que c'est son propre assureur. Donc, utiliser la protection juridique que le syndic vous a obtenue via sa propre assurance, ce n'est pas vraiment très simple. En tout cas, ce n'est pas pratique à utiliser. Oui. Est-ce que l'avocat choisi, recommandé par la protection juridique, reste dans les tarifs raisonnables? Obligatoirement. En fait, on ne le paye pas. Non, c'est l'assurance qui le paye directement, donc on ne le paye pas. Si c'est l'assurance qui le désigne, c'est l'assurance qui paye directement la facture à l'avocat. Par contre, alors là, je mets ça entre guillemets, c'est vrai que si c'est l'assureur qui choisit ses avocats, ce n'est pas sûr que ce soit des avocats qui soient toujours disponibles ou qui soient toujours dans une bonne composition par rapport à ces… Parce que il ne le facture pas de la même manière que s'il le facturait à un client particulier. Donc, au niveau de la qualité, je ne sais pas si… c'est un peu comme l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est un avocat qui vous est désigné par le barreau. Ça peut être un très bon avocat, mais c'est assez rare parce que les bons avocats, en fait, ils travaillent tellement sur des affaires importantes qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'aide juridictionnelle. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'à l'aide juridictionnelle, on désigne les débutants, les avocats qui n'arrivent pas à faire leur chiffre d'affaires, et donc, ce n'est pas forcément les meilleurs. Ce n'est pas les plus mauvais, mais ce n'est pas forcément les meilleurs qui sont choisis. Donc après, on peut avoir de la chance. Ça peut tomber sur quelqu'un qui est extrêmement spécialisé dans le domaine dans lequel on va le nommer, et c'est normalement comme ça qu'on les désigne, mais ce n'est pas le cas. Moi, je vois ceux qui ont été désignés dans notre barreau ne connaissent absolument rien au domaine dans lequel on les a désignés. Donc, c'est un risque. C'est qu'il va devoir tout apprendre pour cette procédure-là. Donc, est-ce qu'il aura le temps de se former pour être en capacité de défendre dans les meilleures conditions possibles son client? Je ne suis pas persuadée. Les avocats qui sont présentés par la protection juridique ont des conventions peut-être avec la protection juridique. Bien sûr, ils ont des conventions. Donc, je vous dis, ils sont payés sur le tarif que l'assureur veut bien lui régler. Le problème, c'est effectivement, tout dépend des assurances. Il y a des assurances qui prennent de bons avocats parce qu'ils veulent gagner les procédures à chaque fois. Et effectivement, c'est dans l'intérêt de l'assurance de défendre son client pour gagner. Parce que si elle perd, elle devra débourser des fonds. Donc, elle a tout intérêt à prendre un bon avocat. Par contre, de mémoire, je me souviens que 2 ou 3 avocats qui m'ont été désignés, moi, dans une vie antérieure, pour des domaines dont ils étaient spécialisés, n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes parce que c'était un dossier, voilà, c'était pas un dossier client, c'était un dossier assurance et que finalement, ça n'avait pas autant d'importance qu'un dossier client pour eux. Mais ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de l'avocat. Donc, il n'y a pas de cas de figure.
Par contre, dans certains barreaux, on donne plutôt l'AJ, et donc plutôt les assurances donnent plutôt les protections juridiques, soit des avocats bien connus par l'agent qui va faire l'attribution, parce qu'il a des copains avocats et que du coup, il va plus facilement leur donner les dossiers que d'autres, soit parce que ce sont des avocats qu'ils ont déjà utilisés dans d'autres procédures. Mais effectivement, la logique même de l'assureur, c'est de prendre un bon avocat pour ne pas perdre, sauf s'il n'a pas de prise en charge derrière. Par exemple, si ce n'est que de la protection juridique, qui gagne ou qui perd, finalement, pour l'assureur, ça n'a aucun intérêt puisqu'il ne compensera pas la perte. Oui, oui, ben, je pense à la protection juridique. Et ben voilà. Et là c'est vrai qu'il vaut mieux dans ces cas-là, c'est possible, quand on a une protection juridique et qu'elle vous dit c'est moi qui vais choisir l'avocat, alors soit vous connaissez déjà un bon avocat spécialisé dans le domaine, vous savez qu'il est bon et qu'il est disponible, parce qu'il faut qu'il ait deux conditions, qu'il ait le temps, qu'il ne soit pas débordé et qu'il soit spécialisé en la matière. Et dans ces cas-là, vous lui dites non, je préfère éventuellement payer une partie, donc prendre cet avocat et payer une partie de ses honoraires s'il dépasse le montant forfaitaire que vous lui allouez. Et dans ce cas-là, ben, vous le connaissez, donc vous savez qu'il va et qu'il est disponible, vous savez qu'il va passer vraiment le temps nécessaire sur votre dossier. Soit vous n'en connaissez pas et il faut faire dans ce cas-là confiance à l'assurance qui n'est pas là non plus pour désigner des avocats qui vont perdre leur procès. Oui, et puis il y a l'espoir de l'article 700 qui vient compléter la protection juridique. Comment ? Il y a l'espoir d'obtenir quelque chose au titre de l'article 700. Oui, bah, de toute façon. Alors, il y a deux cas de figure. Moi, j'ai vu des cas de figure où l'article 700 a été refusé des deux côtés. Hein, on a considéré que finalement, les torts étaient partagés. Donc, il y a une des parties qui a obtenu gain de cause, mais pas l'article 700. Mais en moyenne, l'article 700 est régulièrement attribué à celui qui a gagné à hauteur minimum de 1 500 €. Donc, ça veut dire que ça rembourse au moins une partie des frais d'avocat si ce n'est pas la totalité. Et dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à 3 000 €. Peut venir compléter la protection juridique. Oui. Même en tout ou partie. Oui. Oui, oui. D'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Alors, je vais vous... Oui. Oui. Le syndic refuse également de me dire s'il a immatriculé la copropriété. Bon, je sais que c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que je peux m'adresser au registre des immatriculations pour vérifier que ça a été fait? Alors, vous pouvez déjà, alors c'est accessible, alors, je ne sais pas s'il est complètement à jour, mais normalement, c'est accessible aux particuliers. Si vous tapez l'adresse de la copro, le système est capable de vous dire s'il est immatriculé ou pas. Maintenant, si vous ne pouvez pas, parce que je n'ai pas regardé le système depuis un moment, donc si pour des raisons techniques, vous ne pouviez pas, dans ces cas-là, vous m'envoyez l'adresse de la copro et moi, je peux le vérifier parce que je suis déclaré comme syndic bénévole et syndic professionnel. Donc, j'ai accès à la base et je pourrais vous dire si effectivement le syndicat a été immatriculé. Je crains même que le syndic ait des instructions de la part d'autres copropriétaires de ne pas immatriculer la copro parce qu'ils craignent d'avoir à payer des taxes foncières ensuite, chaque année. Oui, alors, il faut leur dire que ce n'est pas possible pour l'instant, puisque le problème du registre, pour l'instant, c'est qu'il n'est pas à jour. C'est-à-dire que toutes les copropriétés ne sont pas dedans. Donc, avant quelques années, il ne sera pas utilisé pour le service foncier parce qu'il n'est pas complet, tout simplement. Ce n'est pas une question de volonté. C'est que pour l'instant, il ne peut pas être utilisé pour ça. Mais par contre, alors, il n'y a pas de sanction. Il y a une sanction qui est prévue, si c'est vrai, mais on ne dit pas qui doit l'appliquer, dans quelles conditions. Donc, il n'y a pas de décret d'application, donc elle n'est pas applicable au jour d'aujourd'hui. En revanche, si vous ne vous immatriculez pas, il y a au moins une sanction de fait, c'est que vous ne pourrez pas obtenir de subvention publique. Par exemple, vous devez faire un ravalement avec isolation, vous devez demander une subvention, vous devez obligatoirement être immatriculé parce qu'on va vous la demander pour le versement de la subvention. C'est grave, ça. Ça peut être pénalisant parce que pour les travaux d'économie d'énergie, ça peut aller jusqu'à 80% du montant, la subvention. Oui. Donc, ça pénalise la copropriété. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Même si on veut pas, même si on craint peut-être à terme, parce que c'est peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, que ça puisse servir pour le calcul des taxes, ce ne sera pas mis en place avant qu'il soit complet. Et pour l'instant, il est très largement incomplet. Ce sera même difficile pour le registre de savoir que toutes les copropriétés se sont déclarées. Mais il est là le problème, c'est qu'en fait, comme on n'a aucun moyen de recenser le nombre réel de copropriétés, on ne peut pas savoir combien sont réellement en attente d'immatriculation. On ne peut pas les relancer. Donc, c'est leur bon vouloir. C'est pour ça qu'ils ont mis une carotte en disant que si vous vous immatriculez, vous aurez le droit à des subventions publiques.
Oui, Comme ça Merci incite bien. les gens. À un moment donné, dans la copropriété, il y aura besoin de subventions. On ne sait pas faire sans subvention publique. Donc, ils se disent qu'avec cette carotte, on aura plus facilement des copropriétés qui vont s'immatriculer que sans carotte. Mais sinon, il n'y a aucun moyen, effectivement, pour l'État de savoir combien il y a de copropriétés. C'est impossible. C'est ça. Cette information n'existe nulle part. C'est ça. Merci bien. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est vous envoyer le document que je n'ai pas trouvé tout à l'heure, qui est en fait notre fiche d'information sur les archives, où je récapitule, où tout est récapitulé. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce document, parce que je ne vois que les prénoms, donc je ne sais pas qui est derrière chacune des petites cases. Donc, si vous êtes intéressé par ce document, il faudra m'envoyer un mail sur contact@ancc.fr ou sur ancc.alain@gmail.com. Comme ça, je pourrais vous envoyer le document en question et ça pourra vous servir de pense-bête si un jour vous avez un doute. Merci. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier d'avoir participé à cette formation et je vais vous dire à bientôt, parce que dès que vous aurez une idée de formation, vous pourrez nous la soumettre et nous pourrons la convoquer, la provoquer et la programmer. Ça ne manquera pas. Comment? Ça ne manquera pas de vous soumettre des Ah, idées. mais on est tout à fait d'accord pour recevoir des propositions et organiser des formations qui vous conviennent. On a déjà une programmation qui est faite, mais rien n'empêche effectivement de rajouter des formations qui, en plus, ensuite seront mises à disposition sur YouTube pour ceux, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont interpellé en disant on ne pourra pas être disponible à 14 heures. Par contre, on aimerait bien l'avoir en replay. Pas de problème, dès demain, elle sera en replay sur YouTube. Alors, pour ceux qui ne voudraient pas apparaître, bon, alors pour ceux qui sont déjà masqués, ça pose peut-être pas de problème, mais pour ceux qui ne sont pas masqués, qui ne voudraient pas apparaître, si vous voulez effectivement qu'on vous floute, vous nous envoyez un mail et on vous floutera. Par contre, il faut l'envoyer dans la journée parce qu'on compte le mettre en ligne dès demain. Très bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Merci. encore. Au revoir. Alors, comment j'arrête Quittez. Ah, j'ai retrouvé.